Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez quelques minutes avant 18h sur CNews, place à Punchline été. L'État est-il démuni face à la radicalisation grandissante de ses services publics? Le député Éric Diard sort un livre au constat édifiant. Les salles de sport, les hôpitaux, les transports sont devenus des viviers d'individus radicalisés. Un ouvrage qui dénonce dans le même temps les résultats mitigés des actions de l'État pour tenter d'endiguer le phénomène. La violence n'épargne pas le monde rural. Depuis quelques mois, les actes de vandalisme en milieu agricole se multiplient, tout comme de surprenantes mutilations sauvages d'animaux. On se penche ce soir sur ces étranges phénomènes survenus dans plusieurs régions, alors que l'association L214 publie une nouvelle vidéo dénonçant les conditions d'élevage de certains animaux et qu'un sondage révèle que les Français sont de plus en plus sensibles justement à la cause animale. L'État français lutte-t-il assez contre les rodéos urbains? Non, a tranché le tribunal de Marseille. La justice reconnaît une faute de sa part, l'État n'ayant pas pris de mesures suffisantes face à la plainte déposée par des riverains. Une loi a pourtant été votée en 2018. On s'interroge sur les moyens de lutter contre ces incivilités souvent synonymes d'insécurité. Et puis la rentrée scolaire sera-t-elle repoussée? C'est ce que demandent certains syndicats d'enseignants. Ils dénoncent l'absurdité du dernier protocole sanitaire de l'éducation nationale et le manque de préparation des établissements. Dans ces conditions, peut-on envisager sereinement le retour à l'école des élèves à 13 jours de la date officielle? Nous poserons la question à nos invités. Et autour de cette table, ce soir, nous accueillons Laurence Saillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chroniqueuse politique. À vos côtés, Jad Zahab. Bonsoir. Bonsoir. Essayiste et auteur de La France est une chance aux éditions Les Trois Colonnes. Nous accueillons également Georges Fenech. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes consultant CNews, vous le connaissez bien ce plateau. Nous accueillons également Damien Leguet. Bonsoir. Bonsoir. Philosophe et essayiste. Ce sont donc les dernières révélations choc sur la radicalisation en France. Éric Diard, député LR des Bouches-du-Rhône, avait déjà ébranlé le système en publiant l'année dernière un rapport parlementaire sur les services publics face à ce phénomène. Aujourd'hui, il publie en compagnie d'Henri Vernet un ouvrage dans lequel il dénonce le manque de préparation des services de l'État face à la menace terroriste. Certains milieux sont plus concernés que d'autres. On va entendre l'auteur donc sur le secteur du sport et nous débattons ensuite avec nos invités. Certaines disciplines, je pense des disciplines de combat, où des individus radicalisés se sont introduits et tentent justement de pénétrer ces activités, même au plus haut niveau. Dans le haut niveau sportif, l'antiterrorisme a identifié 20 athlètes de haut niveau qui seraient radicalisés, qui seraient fichés. Georges Fenech, le sport est considéré comme le premier lieu potentiel de radicalisation djihadiste. Pourquoi le sport ? C'est ainsi, le sport, notamment le sport de combat, mais le football aussi est infiltré par cette idéologie. Vous savez, le combat, c'est contre une idéologie. C'est un combat donc difficile. La radicalisation, suivant ce qu'on entend par radicalisation, mais ça n'est pas un délit. On peut être radicalisé dans notre pays. Pour autant, il faut combattre ces opinions extrêmes qui peuvent conduire à des actes terroristes et qui en soi déjà isolent de la société et font que ces individus ne respectent pas les valeurs de notre pays, c'est-à-dire la laïcité, l'égalité hommes-femmes, etc. Mais dire que rien n'a été fait, ce serait vraiment faire un mauvais procès parce que je peux vous dire que depuis 2015, quand même, on a beaucoup progressé. On a fait le renseignement pénitentiaire, par exemple. Il y a eu 4 plans nationaux qui ont mobilisé tous les acteurs de la société. On a créé des quartiers d'évaluation de la radicalisation dans les prisons. On a également mobilisé les élus locaux, ça c'est très important, les élus locaux qui sont en relation avec les préfectures. Il y a un numéro vert qui fonctionne aussi très très bien. On a fait monter en puissance le SNES, le Service national des enquêtes administratives de sécurité, qui fait des centaines de milliers de criblages par an, notamment pour tout ce qui concerne les postes sensibles, notamment dans les services publics. Donc on a avancé des choses, on ne voit peut-être pas très concrètement les effets de toutes ces structures mises en place. Une idéologie, c'est très difficile à combattre. Vous pouvez arrêter des individus qui ont commis des attentats, vous pouvez les juger, les condamner, mais pour autant, l'idéologie, elle continue, elle ne connaît pas de frontières. Regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe en Libye. Actuellement, on est toujours sous la menace terroriste. Donc l'État doit se mobiliser. Et nous avons aussi, et moi j'attends beaucoup de cela d'ailleurs, créé un ministère nouveau
ministère de la Citoyenneté, qui est occupé par Marlène Schiappa, dont le périmètre, semble-t-il, est le respect de la laïcité et la lutte contre la radicalisation. Nous allons voir comment les choses vont se mettre en place. Elle a un très bon directeur de cabinet, Frédéric Rose, que nous connaissons bien, qui était préfet et qui était président du CIPDR. Le comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Donc on a vraiment des gens compétents en place. Et puis on nous annonce un projet de loi sur le séparatisme à la rentrée. Le président de la République l'a annoncé déjà depuis le mois de février. Et donc je crois que les acteurs et les politiques d'une manière générale ont pris cette affaire à bras le corps. On n'a pas sous-estimé la menace. Maintenant, la menace, elle est toujours là. La radicalisation est toujours là. Il y a toujours quelques 20 000 individus inscrits sur le fichier FSPRT. Il y a toujours 1500 condamnés dans les prisons qui sont supposés être radicalisés et qui vont sortir. Pour certains, il va falloir les suivre. Donc c'est un combat quotidien et de longue haleine. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place, effectivement, mais le problème, en fait, c'est qu'au quotidien, on a laissé filer des petites habitudes qui ne sont pas compatibles avec la laïcité. C'est-à-dire, au fur et à mesure des années, dans beaucoup d'administrations, dans des services privés aussi, des entreprises privées aussi, on a adapté les emplois du temps à la prière. On a adapté les emplois du temps au ramadan. On a accepté, et encore récemment à la SNCF, que les gens ne soient plus obligés de se dire bonjour pour ne pas que ça crée de tension à ceux qui ne souhaitaient ne pas serrer la main aux femmes. Vous vous rendez compte, on accepte que des syndicalistes de la RATP crient Wallah Akbar dans des manifestations qui sont censées lutter contre les discriminations contre l'islam, etc., etc. C'est plein de petites habitudes qui ont été comme ça, qui se sont mises à l'intérieur même des services et qu'on a beaucoup de mal en fait à irradier parce qu'on a trop laissé faire. Il faut une application stricte de la laïcité et il faut aider les chefs d'entreprise parce qu'il y a le public mais aussi le privé à pouvoir imposer dans leur règlement intérieur l'application stricte de la laïcité parce qu'ils sont eux aussi pris en tenaille parfois avec des syndicalistes au sein de l'entreprise qui sont radicalisés et qui leur font subir une forme de chantage s'ils n'acceptent pas une adaptation de l'entreprise à la loi religieuse. C'est une réalité. Est-ce que dénonce en partie l'ouvrage d'Éric Viard ? Exactement. D'une certaine, on a fermé les yeux un petit peu, ou on a une certaine frilosité à vouloir s'attaquer au problème. Choses, mais vous voyez, les mosquées salafistes, il y en a une centaine. On en a fermé 3. Il y a des villes comme Trappes où il n'y a plus une seule boucherie traditionnelle. Il y a des librairies où on vend tous les jours des livres qui prônent un islam radical. Il y a des magasins à Paris où on vend des hijabs pour les fillettes, etc., etc. Si on n'attaque pas ça à la base du problème, on peut faire tout ce qu'on veut comme projet de loi. Il faut vraiment aller au bout des choses sur le terrain et appliquer la laïcité stricte. Alors oui, je souscris à ce que disait M. Fenech. J'avais envie de vous appeler Monsieur le député parce que j'ai beaucoup eu le plaisir de lire les travaux que vous avez faits et qui font de vous un expert de cette question-là. Je crois que c'est un sujet absolument majeur et il me semble que ce qui se passe dans l'État, c'est un peu ce qui se passe aussi parfois dans la société. À mon avis, il ne faut pas distinguer les deux à ceci près, effectivement, que les personnes qui sont chargées de l'exécution d'un service public ont une mission particulière et que donc il y a la nécessité qu'ils soient, j'allais dire, encore plus irréprochables que ne peuvent l'être les autres. Monsieur Fenech le rappelait à l'instant, il y a à peu près 21 000 personnes qui sont fichées au fameux FSPRT, qui est le fichier des personnes radicalisées. Donc, premièrement, ne laissons pas croire que c'est un phénomène qui existe partout dans la société, mais c'est un fait total dans le sens où la radicalisation, parce qu'elle est idéologique, elle peut ensuite glisser dans un certain nombre de terreaux propices à sa diffusion. On a entendu beaucoup de personnes dans les hôpitaux qui refusaient d'être soignés par un homme ou par une femme, des chauffeurs de bus qui refusent que des femmes entrent dans leur véhicule. Donc effectivement, c'est un problème. Je pense que ce que Mme Saillé met en lumière, c'est la frontière très fine qu'il existe finalement entre la pratique religieuse qui est autorisée en France. Et moi, j'aime bien rappeler que la laïcité, elle protège le culte et elle n'est pas là pour l'étouffer ou pour le... C'est pas ce que disait Mme Saillé, hein. Mais le débat qu'il va y avoir dans la société, et effectivement, M. Fenech rappelait qu'il y a un projet de loi qui a un temps été une proposition de loi du groupe majoritaire qui va arriver à la rentrée. La frontière, c'est où mettons
la limite entre ce qu'on appelle de la radicalisation et ce qu'on appelle de la pratique religieuse. Je pense que interdire la publication de livres ne serait pas une bonne chose. Par contre, à l'école, mais je ne sais pas ce que vous disiez, mais je crois que le débat qu'on doit avoir doit être un débat sur comment on apprend aux gens les valeurs de la République, les valeurs de l'État, la laïcité notamment. Et l'école doit, à mon sens, être un de ces piliers. Comment on arme les jeunes face à Internet ? Bien sûr. Comment on fait en sorte que, quand un jeune se retrouve face à Internet, il n'est pas livré à un flot d'informations où effectivement pullulent les fake news et notamment la radicalisation. Et je pense qu'il faut qu'on aborde le sujet, bien sûr, du point de vue de la justice, avec la police et la justice sur le volet répressif. Mais je crois qu'on ne gagnera le combat qu'uniquement en mettant j'allais dire, le cœur des politiques sur la prévention et sur comment on évite le phénomène de radicalisation, c'est-à-dire déconstruire les faussetés qu'on peut trouver un peu partout et permettre aux gens d'exercer leur esprit critique. Éduquer le libre arbitre, oui, c'est ce que j'allais formuler. Tout à fait. Justement. Damien Leguet. Non, moi, si vous voulez, il y a plusieurs choses. La première, c'est que je ne veux pas considérer que ce que M. Fenech vient de dire n'est pas vrai. Je pense qu'effectivement, des mesures ont été prises. Maintenant, par rapport à la montée inexorable de quelque chose qui n'est jamais, d'une façon ou d'une autre, endigué. Alors, il y a des mesures, il y a ceci, il y a cela. J'ai lu M. Fenech dans un certain nombre de rapports, le rapport Ciotti, le rapport qui préconise un certain nombre de choses. Donc peut-être que tout ça s'est transformé, si vous voulez, en loi, en aménagement, etc. Mais dans le fond, on a l'impression, moi qui suis à l'extérieur de la politique, que ça ne fait rien, que les barrages qui sont faits sont des barrages qui sont dépassés au fur et à mesure. Alors il y a trois choses. La première chose, c'est que quand François Hollande disait effectivement qu'il y avait une forme de partition du territoire, que quelque chose était en train de se scinder au sein de la France, quand un ancien secrétaire d'État de gauche disait qu'il y avait en France une centaine de Molenbeek qui existaient en France. Peut-être des scanners. Mais peut-être plus encore maintenant, je ne sais pas. Quand un rapport officiel a dit qu'effectivement un tiers des musulmans de France se sentaient en dehors des lois de la République, quand des enquêtes du CNRS disent que 30% des jeunes musulmans qui se déclarent comme tels sont effectivement, dans une forme d'adhésion à un fondamentalisme et que, si je reprends mes chiffres, 44% de ceux-là considèrent qu'on peut effectivement passer aux armes pour défendre la religion, je me dis, quelles sont ces différentes barrières que l'on a mis. Et je voudrais faire juste un petit rappel historique. Je veux dire, quand la République a considéré, à tort ou à raison, à tort à mon avis, mais enfin qu'importe, entre 1880 et 1914, que la religion catholique représentait un danger considérable, considérant des alliances qui seraient passées avec une puissance étrangère, en l'occurrence le Vatican, et qu'on a expulsé comme une 30 000 religieux, quand on a considéré qu'il fallait effectivement que toutes les religieuses qui étaient infirmières, etc., soit infirmières, soit religieuses, quand on a interdit à tous les prêtres d'enseigner, quand on a fermé des congrégations, je dirais qu'on n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Là, on a l'impression que, il y a des aménagements, il y a une absence de croyance et qu'on oppose à cela une notion, je ne voudrais pas reprendre ce qui a été dit, mais sur la laïcité, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais la République aussi, alors, à un moment donné, on a opposé la République, on ne sait pas très bien ce que c'est, parce que je veux dire, tout ça, c'est des concepts un peu creux. On se réfugie derrière de faux arguments et on exprime une certaine frilosité à s'attaquer au cœur du problème. Je vois de rapport en rapport, de livre en livre, etc., cette montée en puissance de quelque chose qui est quand même de l'ordre de la partition, de la séparation, de la guerre civile, de quelque chose qui peut déboucher très mal. Avec des services de renseignement qui font un travail certes admirable, mais qui masquent d'une certaine façon le danger. Le masque au sens qu'il faut en sorte de le déminer et de le démonter. Donc il y a quand même quelque chose qui est très fort. Alors qu'est-ce qu'on fait face à quelque chose qui est très fort ? Je ne voudrais pas être méchant, mais il me semble qu'on ne fait pas grand-chose. Je ne dis pas qu'on ne fait rien. Je dis qu'on ne fait pas grand-chose par rapport à la menace qui est quand même celle,
me semble-t-il, de quelque chose qui est de l'ordre de la guerre civile. Si je peux me permettre, je crois que la difficulté de lutter contre la radicalisation, c'est que ce qu'on peut faire, c'est lutter contre les symptômes. Quand il y a quelqu'un qui passe à l'acte, quand on a une information, quand nos services de renseignement acquièrent une information qui dit que M. X va commettre un acte qui est l'aboutissement du phénomène de radicalisation, là, on peut le faire. Quand on a quelqu'un qui empêche une femme de rentrer dans un bus, forcément, mais tout ça n'est que le symptôme de la radicalisation. Monsieur Fenech le disait, c'est un processus idéologique qui commence au sein même des consciences individuelles. Et c'est pour ça que c'est compliqué de lutter contre tout cela. Vous parliez des jeunes, des quartiers, des Molenbeek, de l'islam. Alors, il se trouve que je suis en train d'écrire un livre sur le sujet parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et dans les rencontres qu'on fait, moi, je suis très marqué par la coïncidence, si on peut dire, entre, d'une part, ce qu'on appelle les banlieues, ce qu'on appelle les quartiers, et la naissance d'une forme non de séparatisme, mais de contestation de l'État. Et ce que j'essaye c'est une réflexion qui est en cours et qui n'est absolument pas dogmatique, de comprendre, c'est qu'à mon sens, la radicalisation, ou en tout cas ce qu'on vend à ces jeunes comme étant un paradis idéologique dans lequel ils vont être entendus, elle prend appui dans deux choses, c'est un, la frustration, et deux, le sentiment d'humiliation. Je ne dis pas que c'est la faute de l'État, parce que rien ne le justifie, mais quand on a mis dans les années 70 des populations qui sont issues de l'immigration, quand Valéry Giscard d'Estaing a ouvert les frontières pour reconstruire la France, on a mis ces gens dans ce qu'on appelle aujourd'hui péjorativement des banlieues, et à dessein ou à tort, eh bien, l'isolement s'est fait et ces gens-là ont l'impression d'être abandonnés des politiques publiques. Et donc, si je peux me permettre juste, je termine en 30 secondes. Et donc, bien sûr, et je vous laisserai répondre. Je crois que ce sentiment d'abandon, il est typiquement ce qui va permettre, en tout cas ce qui va encourager peut-être parfois un jeune à passer de l'autre côté de la force, si vous me permettez l'expression, et à s'accrocher à une idéologie qui, bien sûr, est complètement fausse et ne promettra pas ni le salut ni l'intégration. Mais quand on a des jeunes qui, sur Internet, se voient dire « écoutez, regardez, la France vous rejette, moi je vous propose le salut », bien sûr, c'est absolument faux, ça n'a rien à voir. Et ce sont des mensonges, mais il faut qu'on ose, dans ce que vous appeliez la centaine de Molenbeek, il faut qu'on remette des services publics. C'est une des réponses de l'école, de la police et de la justice. On peut vous laisser dérouler. En fait, c'est la théorie de l'excuse, ce que vous êtes en train de développer. Absolument pas. Parce qu'il y a aucune excuse. En tout cas, moi je l'entends comme ça. Mais vous l'entendez mal. Vous savez, on a mis beaucoup plus d'argent dans les banlieues que dans la ruralité. C'est complètement faux. Est-ce que dans les villages... C'est absolument faux. Alors là, pardon, allez voir des jeunes ruraux... Non, c'est absolument faux. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Si on peut pas... Alors écoutez... Non, mais pardon, on a mis 90 milliards d'euros sur les banlieues depuis 1975. Si vous divisez le nombre d'années... Combien sur la ruralité ? Attendez, je vais vous répondre. Si vous calculez par an et par habitant, ça fait 8 euros par mois et par habitant en France depuis 1975. Vous avez un point de vue, permettez-moi de vous donner le mien. Non, mais ça, c'est pas un point de vue, ce sont les chiffres. Je suis désolée, parce que la théorie des Danaïdes, selon laquelle on aurait déversé des milliards d'argent dans les banlieues, est fausse. Non, pas du tout. Mais là-dessus, alors, je ne vous parle pas à vous, je vais parler aux autres intervenants, puisqu'apparemment, on ne peut pas vous le dire. Discuter dans le respect de chacun, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a eu énormément d'efforts de fait, malgré tout, dans ces banlieues, dans ces cités, et que rien n'excuse ces comportements. Commencer à expliquer qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est le début de l'excuse. En ruralité, les jeunes, l'ascenseur social est beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliqué. Pour autant, est-ce qu'on se radicalise dans les villages ? Non, ce n'est pas la vérité. Donc simplement maintenant, il faut quand même remettre les choses à l'évidence. Il y a des trafics de drogue dans ces cités qui sont des territoires perdus de la République, parce que c'est une réalité. Il y a plein d'endroits où on baisse les bras parce qu'on ne peut plus faire appliquer la loi. Dans ces territoires perdus de la République, il y a des gens qui profitent justement de ce recul de l'État pour jeter cette propagande. Mais dire que c'est la souffrance et l'isolement, non. Parce que quand même, pardon, mais pensez à tous ces jeunes qui sont, je vous dis, dans les territoires ruraux, qui n'ont rien et qui, eux, n'ont jamais flanché dans cette radicalisation. Et on sent bien que vous cherchez à l'excuser, mais c'est... Pardon, mais c'est dommage, parce que vous donnez aux jeunes une petite ouverture en disant, quelque part, on peut me comprendre. Et je pense que c'est le début, en fait, c'est le début du problème. Je n'excuserai jamais du tout ce type de comportement. Et si vous avez pu le comprendre, c'est une mécompréhension. Non, ce que je vous dis, c'est que... et qu'elle se fait saccager, saccage les écoles publiques et tout ça, vous voulez en mettre combien de plus ? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que
appliquer la loi, il ne faut pas opposer la ruralité à ces quartiers de banlieue. Et pensez-y à la Ce ruralité. qu'il y a dans ces quartiers qu'il n'y a pas dans la ruralité, c'est la notion d'identité. Parce que ces jeunes-là, pour la grande majorité, ils sont nés en France avec d'autres origines, ils se sentent ni d'ici ni de là-bas. C'est simplement ce que je dis. Et d'ailleurs, je n'opposerai pas les ruraux et les banlieues. C'est une problématique qu'il faut englober de manière générale. Georges Fenech, vous vouliez réagir tout à l'heure, déjà, il y a quelques minutes. Non, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que non, je pensais que vous vouliez... Non, pardon. Tout à l'heure, encore une fois, au risque de me répéter, mais le sujet est tellement important. Lorsqu'un individu... Pour répondre à Damien Leguet, peut-être, qui disait on ne voit pas tellement les effets, on a l'impression qu'on fait plein de choses, mais sans résultat. Lorsqu'un individu est radicalisé, c'est trop tard. C'est trop tard. On a essayé des centres de déradicalisation, ils ont tous fermé. Ils n'ont jamais fonctionné d'ailleurs. C'est trop tard. Je le sais, moi je me suis occupé de problèmes sectaires pendant 4 ans. J'ai présidé cette Mivilude. Quand quelqu'un est endoctriné, il faut une psychothérapie de moins 20 ans pour l'en sortir. Donc il faut agir avant. Et donc il faut être capable de détecter ce qu'on appelle les signaux faibles. On a parlé de la difficulté de détecter. On en a parlé après la préfecture de police de Paris, où les collègues avaient signalé ou pas signalé. C'est extrêmement. On sait faire. On a des critères aujourd'hui. On forme les magistrats, on forme les agents administratifs, Vraiment, on sait faire. Ce qu'il faut, c'est une mobilisation avant qu'il soit trop tard. Et c'est pour ça qu'à mon avis, l'enjeu, il est dans les familles et il est à l'école. C'est là le véritable enjeu pour nous. Alors justement, on va écouter Éric Diard, donc l'auteur de cet ouvrage qui parle d'un autre secteur. On a parlé du sport tout à l'heure, on parle de celui de l'éducation. Et après, je donne la parole à Damien Leguet. Vous avez de plus en plus d'élèves qui sont scolarisés en dehors de l'éducation nationale. Vous avez une montée des écoles confessionnelles. On souhaite de plus en plus séparer les garçons des filles. Voilà. Bon, je pense que Jean-Michel Blanquer a pris la mesure de la situation, mais voilà, maintenant, comment mieux lutter, quoi. Voilà, on en revient toujours au même. Comment mieux lutter? Juste une chose par rapport à ce que disait Georges Fenech, la difficulté, c'est que quand Éric Diard le disait dans son précédent rapport, lorsque l'on voit des signes de radicalisation, par exemple, et qu'on essaie de sortir la personne de l'administration, c'est déjà très compliqué. Souvent, certains ont eu des recours et sont revenus dans l'administration, parce que c'est pas une cause, c'est ce que non, c'est pas un délit. Ce n'est pas une cause même de licenciement. Donc ça, c'est très compliqué. Et question encore plus complexe, si on sort la personne de la structure administrative et qu'elle est dans la nature, comment on continue à la suivre parce qu'elle continue à faire le mal là où elle sera. C'est ça le problème. Normalement, des services de renseignement. Oui, non, mais ce que je veux dire, non, mais d'accord. Non, mais on est d'accord. Bon, déjà, si on expulsait les 3000 fichiers au FSPRT qui sont étrangers, qui n'ont que la nationalité étrangère, ça ferait 3000 de moins à surveiller déjà. Pardon de le dire, mais si on voulait un peu soulager nos services de renseignement, on saurait un petit peu comment faire. Néanmoins, c'est un peu radical, mais 84% des Français sont pour. On ne l'a jamais fait. Donc vous êtes étranger, vous êtes sur le sol français, vous êtes considérés comme dangereux, et bien vous restez en France. Idem pour les imams. Les imams radicaux ne sont pas expulsés ou très difficilement expulsés. Je le disais tout à l'heure, les mosquées salafistes ne sont pas fermées, etc. Parce qu'il y a quelques années, une grande campagne qui a été menée pour ça. On avait on a eu décidé, ce débat, le ministère de l'Intérieur avait dit on allait... Les fiches S, on les expulse. C'est pas possible. La fiche S, c'est pas un titre exécutoire, c'est un suivi de quelqu'un qu'on soupçonne effectivement de pouvoir appartenir à une mouvance qui pourrait éventuellement commettre un attentat. Et donc on suit ses déplacements dans les aéroports, dans les trains, etc. C'est une fiche de suivi. Vous ne pouvez pas expulser quelqu'un parce qu'on l'inscrit sur une fiche de suivi. Mais il y a des signaux quand même. Mais les signaux, ce n'est pas suffisant non plus. Quand il y a des signaux donc il faut vraiment qu'il y ait une menace avec le haut du spectre. Une menace pour l'ordre public qui seul peut justifier un arrêté d'expulsion. C'est une volonté politique. Voilà, ou l'intervention d'un juge également. Donc le débat est beaucoup plus compliqué, quoi. Certes compliqué, mais si on continue comme ça, on ne peut pas d'un trait de plume dire voilà, il y a 3000 individus qui sont sur un fichier, on les expulse. C'est pas sérieux. Et pourquoi pas? Ils sont étrangers, ils représentent un danger pour la France. Mais parce que c'est un outil de suivi. C'est une volonté politique. Ah ben non, mais... c'est pas la seule solution, peut-être. C'est pas la seule solution, mais ça en fait partie. Non, peut-être, mais c'est juste pour rebondir sur ce qui a été dit sur la question sociale. Moi, j'ai été frappé, parce que j'avais regardé ça dans le détail, sur le profil des terroristes. Les terroristes islamiques qui sont passés à l'action. Bon. Et malheureusement, ils n'étaient pas du tout exclus. Ils étaient intégrés. Ils avaient bénéficié des largesses de la République, ils avaient une famille intégrée, etc., etc. Donc, il me semble que cette question de la socialisation ou l'abandon des banlieues, etc., etc., est une question
certainement. Mais quand on voit le profil, effectivement, qui en fait 230 morts en France, pendant toutes ces années, on voit que cette question-là ne se pose pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose qu'on ne prend pas en considération, et c'est, à mon avis, le carcan de la laïcité telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est de comprendre ce que c'est qu'une religion, de ce que c'est qu'une idéologie religieuse, de ce que c'est que la promesse d'un monde réconcilié avec lui-même, avec la communauté, avec ce que Dieu me dit à moi. Ouais, je ne sais pas si on doit rentrer dans ce débat. Ah ben justement, c'est ça le problème. La religion, c'est en dehors de l'État. Non, justement. On n'a pas. Il y a des jurisprudences du Conseil d'État qui vous disent très clairement, on ne doit pas s'intéresser au bien fondé de la religion. Moi, je suis pas, Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Conseil d'État, mais... Non, mais c'est pour vous dire, on est dans un système de séparation de l'État et des États. Non, mais je vous donne un exemple. Les convictions et les pensées, ça fait partie du domaine privé, individuel. Justement. Sauf que certaines pensées extrémistes peuvent aller à commettre des attentats. C'est celle-là qu'il faut combattre par les moyens du droit. Napoléon ne s'est pas encombré, si vous voulez, quand il a voulu intégrer effectivement les Juifs à la France. Il ne s'est pas empêché de faire une intrusion, si vous voulez, dans la question effectivement théologique. Quand Bruno Etienne, qui à mon avis était le premier signal, qui a donné des premiers éléments, qui disait qu'il fallait faire une église musulmane en France, disait bien qu'il y avait quelque chose qui était de ce ordre-là. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de hiérarchie ecclésiastique dans l'islam. Non, exactement. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Et d'ailleurs, quel islam ? Il y en a au moins 4 ou 5 d'islam. Il y a autant d'islam qu'il y a de musulmans. Voilà, donc c'est très complexe. J'essaie juste de dérouler mon petit propos. Et le troisième chose, c'est que quand, par exemple, Rémi Brague nous explique pourquoi est-ce que dans la religion musulmane, il n'y a pas de baptême. Et il y en a dans la religion chrétienne. Pourquoi ? Parce que dit-il, dans la religion musulmane, on est musulman avant que d'être un homme. Donc on comprend ça, on peut dire, ah ben non, c'est rien, vous comprenez, chacun donc est-ce que vous êtes en train de dire que l'islam n'est pas compatible avec la République ? C'est ça ce que vous êtes en train de dire ? Non, mais parce qu'il dit... Non, je sais. Mais moi, je ne comprends pas ça du tout comme ça. Non, juste pour être sûr de bien comprendre. Je dis simplement... Il faut essayer de comprendre justement les fondements même de ce qui est enseigné. J'ai aucune... Ne nous trompons pas de débat, ni entre vous, ni avec moi. Non, je vous dis juste que si on ne comprend pas ce qu'il en est de la religion, du religieux, et même des spécificités, effectivement, de la question de l'islam. Tel que, par exemple, parce que c'est un auteur que je connais bien, tel que Rémi Brague en parle, c'est-à-dire, effectivement, cette question d'être musulman avant que d'être quoi que ce soit. Et que donc, on ne peut pas changer de religion, tous les autres sont apostats, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y a une incompatibilité. Ça veut simplement dire que si on ne pense pas cela, à ce moment-là, on en reste à des symptômes. Mais la loi de la République est supérieure à la loi religieuse. Pour qui ? Pour la République. Pour notre pays. J'entends bien. Pour la France. Pour moi aussi. Pour tous les gens. Mais il n'empêche que pour ceux... D'abord, la loi de la République. Ceux qui considèrent que c'est la loi coranique qui est supérieure à la loi de la République ne respectent pas nos valeurs. J'entends bien. Mais un dernier mot de l'enseignement. Pour revenir sur le profil effectivement des terroristes, non seulement effectivement ce ne sont pas des jeunes qui avaient été, on va dire, abandonnés par la France. Exactement. En plus, ce sont des jeunes qui sont des multidélinquants. Souvent, très souvent, il y a des actes de délinquance dans leur parcours. Et souvent aussi, c'est de jeunes qui se sont radicalisés, des jeunes, des assassins, je n'ai même pas envie de dire jeunes en parlant, très rapidement avant l'acte. C'est-à-dire que ce sont bien souvent des délinquants qui n'étaient pas pratiquants, qui se sont radicalisés, qui ont trouvé là un terreau de haine, qui ont trouvé là, malheureusement en prison aussi, qui ont trouvé là un terreau de haine et qui donc sont passés à l'acte en habillant leur crime par la religion. C'est exactement ça. Et ça, il faut bien quand même le décrire, parce que sinon, on va tout confondre. Un pratiquant de sa religion musulmane qui fait de mal à personne et qui est tranquille, et qu'on va parfois un peu stigmatiser. Et puis, ces jeunes qui n'ont rien à voir au départ, parce qu'ils n'avaient même pas été à la mosquée une fois dans les années qui ont précédé. Merci beaucoup. C'était le premier débat pour ce soir. On se quitte quelques instants et on se retrouve pour évoquer la violence qui n'épargne aucune région ni aucune campagne. On y revient. 18h24, bienvenue si vous nous rejoignez dans Punchline été. On évoque cette violence qui n'épargne aucune région. Elle touche désormais les villes comme les campagnes. Le monde rural n'est en effet pas épargné. À Valence, 4 personnes comparaissent aujourd'hui pour des dégradations sur du matériel agricole, des vols de tracteurs notamment, et la destruction de champs et vergers au volant de ces véhicules. Ces dernières semaines sont aussi marquées en différentes régions par l'abattage sauvage ou la mutilation d'animaux. Il s'agit notamment d'équidés, des chevaux et des ânes. On revient sur les faits avec
avec Ariane Polaert. Voici l'une des victimes de la série noire qui touche les équidés en France. Cette jument de 18 mois, Jade, a été poignardée le 8 août en Saône-et-Loire. Un œil, l'oreille droite et l'appareil génital arraché. Le vétérinaire en charge des constatations soupçonne des professionnels. Les mutilations, c'est des gestes tout à fait précis, sans hésitation. Des découpes nettes pour la mort de l'animal. La perforation du cœur a été faite par un seul geste. Soit c'est des professionnels, soit c'est des gens qui ont fait une formation. Depuis plusieurs semaines, une quinzaine d'actes similaires se sont produits en Vendée, dans le Jura, dans la Somme, le Rhône ou encore le Puy-de-Dôme. Cette propriétaire d'une jument tuée dans le Jura dénonce un acte de barbarie. Je me suis sentie très mal, beaucoup de tristesse, j'en ai beaucoup pleuré. Puis ensuite, il y a la colère qui est venue. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée par les autorités. Les motifs de ces actes restent inconnus. De tels sévices sont passibles de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Voilà des actes choquants, morbides, qui font penser aux éléments d'une intrigue d'un roman. Et pourtant, c'est la vraie vie. Qu'est-ce que ça vous évoque les uns les autres ? C'est des actes de barbarie, c'est invraisemblable. Enfin, on ne sait même pas à quoi on peut penser dans ces moments pour justifier de tels actes. Enfin, ce sont des animaux d'une grande gentillesse, les chevaux, et puis même si ça ne l'était pas. Enfin, avec, comme on le disait, ce professionnalisme, ce vice, cette perversion. Enfin, c'est dingue. Et puis, ce qui est inquiétant, c'est que c'est sur plusieurs endroits du territoire. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une forme d'organisation. Et espérons que nos services justement de renseignement mais qui opèrent dans ces domaines vont essayer de comprendre les liens entre les uns et les autres parce qu'il y a une forme d'organisation. C'est pas comme si, vous savez, vous aviez... On fera le point sur les enquêtes dans quelques instants. Voilà, une personne qui agirait à un endroit. Donc là, c'est vraiment... mais c'est atroce. Ça s'inscrit dans la violence gratuite telle qu'on la voit voilà, ça va au-delà. Aujourd'hui. Là, je veux dire, c'est complètement pervers. Non, pas de la bêtise. C'est de la bêtise. Non, mais crever un cœur, arracher des boyaux, c'est pas de la bêtise. Là, c'est carrément de la pathologie psychiatrique lourde, il me semble, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer dans la violence. C'est pas seulement aller casser un abri de bus. Vous voyez, c'est totalement pervers. Qu'est-ce que le philosophe y voit ? Moi, je ne sais pas, c'est des faits divers. Je ne sais, enfin, je dis pas que je ne réagis pas face à ça. Je dis simplement, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment c'est organisé, je ne sais pas ce qu'on peut en dire, sinon qu'effectivement, c'est d'une barbarie folle. Non, il y a un sujet que vous avez abordé juste avant, qui était la question du vol. Moi, j'ai vu monter effectivement depuis plusieurs décennies une forme de quiétude qui existait dans les campagnes. On pouvait laisser son matériel, on pouvait laisser, etc. Et tout cela a progressivement disparu. C'est-à-dire que progressivement, de plus en plus, il y a des filières organisées, etc., qui volent du matériel, qui vont détruire ceci, cela, et donc il y a une forme d'insécurité qui est culturelle pour les citadins, mais qui est aussi pour les personnes qui habitent les campagnes, qui sont soumis à un stress très important. On pourra y revenir après sur effectivement cette difficulté de la condition des paysans, des agriculteurs, des gens qui vivent à la campagne, mais aussi qui sont soumis à des choses qu'ils n'avaient jamais connues préalablement, c'est-à-dire effectivement à la fois des vols, à la fois de la délinquance sur un ensemble de choses, et comme si le territoire qui était le leur, qui est le leur, ne leur appartenait plus, qu'ils avaient à protéger, qui leur tracteur, qui leur réserve, qui ceci, cela. Voilà. Je trouve que là, il y a quelque chose qui est effectivement dans cet ensauvagement dont nous parlons, qui n'est pas simplement une question citadin ou des banlieues de ceci, de cela, quelque chose qui, effectivement, met en situation difficile nos campagnes et ceux qui y habitent et qui sont là pour à la fois s'occuper des animaux, des élevages, etc., mais aussi pour donner visage humain, dirais-je, au paysage et faire en sorte qu'effectivement, ce soit des paysages qui soient embellis comme ils l'ont toujours été, avec moins de personnes, certes, mais dans une situation d'inquiétude qui n'existait pas avant. On va donner la parole à William Tay qui vient de nous rejoindre. C'est vrai que je ne vous ai pas présenté, président du think tank Le Millénaire.
Alors, il y a plusieurs éléments. Je suis d'accord avec vous, c'est un véritable acte de barbarie. Enfin, c'est n'importe quoi que de faire quelque chose comme ça. Après, il y a deux éléments qui sont nouveaux. Un, c'est que globalement, les crimes, les délits sont plutôt en stagnation, mais ce qui a changé, c'est qu'il y a une forme de radicalisation, c'est de plus en plus violent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, et ça, c'est une mutation, c'est que normalement, les crimes et délits se concentrent dans les grandes métropoles. C'est ce que Christophe Guilluy disait dans la France périphérique, c'est globalement les Français allaient dans les zones rurales ou plutôt périphériques pour fuir tout ce qui était crime, délinquance du quotidien, etc. Donc là, on assiste à une véritable mutation. Reste à savoir si c'est un phénomène qui va être durable. Je ne sais pas comment... Enfin, il y a plusieurs raisons qui pourraient l'expliquer. Un, c'est que globalement, on a une première frontière qui s'est abattue depuis la crise de 2008. C'est-à-dire que globalement, les Français, notamment la classe moyenne, c'est globalement paupérisé. C'est pas uniquement un mouvement français, c'est un mouvement qui est globalement occidental. C'est-à-dire que globalement, les classes moyennes se sont appauvries de tous les pays occidentaux, qui peut conduire notamment à des actes de violence, etc. Le deuxième élément, c'est que ce qui change totalement de paradigme, c'est qu'en fait, comme la criminalité s'est poussée dans les zones rurales, c'est qu'on peut ces zones ne sont plus des zones de sûres, en fait. C'est ce que vous évoquiez à l'instant. C'est une véritable mutation. Normalement, les zones périphériques sont plutôt des zones sûres. Comme vous l'évoquiez, c'était une sorte de mythe en disant on va vivre à la campagne pour être éloigné de la vie quotidienne avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et là, je pense que ça va accentuer le phénomène d'insécurité et ça peut légitimer la parole de Gérald Darmanin quand il parlait d'ensauvagement de la société. Alors, je vais prendre le contre-pied de ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec le terme d'ensauvagement, même si on peut comprendre ce qui concrètement est décrit. Je pense en revanche qu'il y a un vrai repli égoïste et égocentrique dans la société. Quelqu'un qui fait ce genre d'actes absolument barbares et quelqu'un qui n'a aucune envie de vivre avec les autres et qui est dans une forme d'affirmation de ses propres envies, de ses propres désirs. Et ça, c'est effectivement très inquiétant. Je souscris avec ce que vous avez dit, mais vous sembliez dire que parce que ça s'est paupérisé, ça pourrait justifier de la violence. Je vous ai peut-être mal compris, mais je ne crois pas que la pauvreté explique la violence. Enfin, en tout cas, je vous ai peut-être mal compris, mais moi un peu ce que vous disiez quand même. Non, pas du tout. Je parlais d'un abandon beaucoup plus moral que matériel du point de vue de la richesse. Je ne crois absolument pas que la pauvreté justifie ou entraîne la violence, loin de là, et bien heureusement. Par contre, il y a quand même des facteurs qui démontrent que les violences ont plus souvent lieu dans des gens les plus... l'agribashing qui amène aux destructions des... Je pense que c'est deux sujets totalement différents. Mais c'est pour ça que je voulais simplement rectifier. Tuer une jument et lui enlever ses organes et aller détruire une ferme, les motivations des personnes, et ce ne sont pas les mêmes personnes, et les motivations des personnes ne sont pas les mêmes, parce que les actes de dégradation, malheureusement, sont issus de l'agribashing qui règne dans nos sociétés, puisqu'on a décidé que maintenant, les agriculteurs ne représentaient plus le bon vivre, etc. Donc, pardon. Non, je vous en prie, mais c'est le sujet sur lequel j'allais venir, parce que je pense, malgré tout, et on en débattait avec Madame Saillé, le président de la fédération, de l'association des chasseurs, qui était sur ce plateau il y a quelques jours, qui parlait, lui, d'une vraie crise dans la société française et d'une fracture peut-être encore plus prégnante qu'il y a quelques années entre les villes et les campagnes. Moi, j'ai peut-être la naïveté de croire que quelqu'un qui commet ce genre d'acte absolument abominable ne connaît pas la ruralité. On ne peut pas aimer la ruralité et faire ce genre d'acte-là. Donc, j'extrapole, mais je pense que dans la société, parce qu'on touche des agriculteurs, des gens à qui on vole le matériel, etc., qui sont déjà dans une vraie crise, à la fois matérielle, mais aussi morale, parce que vivre dans la ruralité, grandir dans la ruralité, on se sent exclu, on se sent oublié, on se sent, etc., etc. Et donc, c'est une crise supplémentaire et qui, à mon avis, traduit une vraie fracture. Certains diraient ensauvagement, j'aime pas le terme, mais on peut dire, repli égoïste, etc. Je n'aime pas le terme parce que ça vide les personnes d'une forme d'humanité. Et je pense qu'on est, malgré tout, la plus abrutie des personnes reste un être humain. Par contre, dire on peut être humain et être complètement égoïste et égocentrique, et pour moi, ça traduit exactement la même chose. C'est pour ça que l'ensauvagement, ça donne l'impression d'une meute, d'un troupeau qui... Donc, alors après, les Françaises et les Français, je crois, en ont marre qu'on ait des débats sur les mots et plutôt qu'on qualifie les réalités. Mais voilà, je précisais ça, mais je suis d'accord avec vous sur le constat. Je crois qu'il y a une vraie crise de la société, une vraie fracture, plus que jamais, entre ville et campagne. En tout cas, c'est fait. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils interrogent et qu'ils nous posent question sur les actes et qui a pu les commettre. Il faut dire que plusieurs enquêtes sont donc lancées pour identifier les auteurs de ces actes cruels et comprendre leur motivation. On va faire le point avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Sandra, des faits dans différentes régions qui se ressemblent, mais entre lesquels, pour l'instant, aucun lien n'est établi.
Oui, on est passé d'un cas en 2018, un cas en 2019, à 12 cas enregistrés et recensés depuis le début de l'année 2020, avec une accélération ces dernières semaines. Les agressions ont eu lieu à différents endroits du territoire, comme vous l'avez rappelé. Et pour l'instant, la seule similitude, selon une source proche du dossier, c'est au moins une oreille coupée post-mortem et emmenée après les faits, avec parfois mutilation d'autres parties du corps de l'animal visé. Mais les équidés ont peu de caractéristiques communes, ce sont majoritairement des chevaux, mais il y a également parmi les animaux visés un poney, un âne, et le ou les suspects s'en prennent indifféremment à des mâles, des femelles, à des animaux jeunes, moins jeunes, à des races diverses. Et la valeur marchande même de l'animal diverge en fonction des animaux visés. Il n'y a pas non plus de similitude dans la façon de tuer les animaux. J'imagine du coup que ces enquêtes sont assez compliquées. Oui, d'abord, les animaux sont toujours attaqués dans des prés la nuit. Il y a donc par conséquent peu de témoins, pas de vidéosurveillance. Pour l'instant, rien ne permet de déterminer s'il y a un ou plusieurs auteurs et malfaiteurs, ou s'il peut y avoir plusieurs mêmes auteurs pour plusieurs des agressions. Et les enquêteurs n'excluent aucun mobile du défi macabre au rite satanique ou religieux, de l'acte d'une personne avec des problèmes psychiatriques à la vengeance en milieu équestre. Les brigades de gendarmerie locale sont appuyées par le service central du renseignement territorial de la gendarmerie pour tenter de voir s'il y a un lien entre toutes ces affaires. Elles sont aussi épaulées, ces brigades de gendarmerie, par l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Merci beaucoup Sandra Buisson pour ces précisions. Donc on le répète, aucun lien pour l'instant établi officiellement, plusieurs enquêtes dans les différentes régions. C'est intriguant. Je sais pas. Oui. Non, mais je veux dire, évidemment. C'est tout le problème, si vous voulez, c'est des faits divers. Donc on voit des choses, c'est abominable parce que c'est très spécifique, mais de là à en tirer quelques leçons que ce soit, sur quoi que ce soit. Là, on parlait effectivement de ce qui concerne les campagnes, l'insécurité des campagnes, le vol dans les campagnes. Puis après, on parlera peut-être éventuellement, si c'est votre sujet, sur les conditions effectivement d'élevage, etc. Ça, exactement, on y vient. Sérieuse, au sens voilà. Concrète. Non, mais je veux dire, le reste, après, les journaux sont pleins de faits divers, mais... Je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre les différents actes. C'est-à-dire que je n'imagine pas qu'il y ait un lien entre ces barbares et ces personnes très coupables aussi, évidemment. Il ne s'agit pas de mettre les choses sur des balances parce que c'est une grande souffrance pour les agriculteurs d'être attaqués régulièrement. Mais là où on peut lutter, sur le premier point où on ne connaît rien, effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais c'est vrai que lutter contre la politique de dénigrement qui est menée contre nos agriculteurs, ça, on peut le faire. Et ça passe par des choses simples, c'est-à-dire qu'il faut être très ferme et très dur par rapport aux actes de dégradation qui ont lieu justement sur les différentes fermes, dans les boucheries. C'est aussi un état d'esprit. On a vu qu'il y avait des pétitions. Alors, bien sûr qu'elles sont fondées parfois, et on va voir tout à l'heure qu'il y a de la maltraitance sur les animaux et il faut agir, mais il faut arrêter d'expliquer que manger de la viande c'est pas bon, que tout ce qui est produit en produits carnés c'est pas bon, etc. etc. C'est un sujet, si, c'est important parce que c'est essentiel, mais par rapport au si vous voulez, cette mode véganiste poussée à l'extrême, ça amène à des actes poussés à l'extrême où effectivement on va ouvrir des enclos, libérer des animaux ou leur causer des dommages. Effectivement, vous en parliez Damien Leguet, justement on y vient parce que on le sait, c'est une préoccupation de plus en plus grande des Français, ces conditions de détention entre guillemets d'animaux dans les élevages, alors que l'association L214 a publié une nouvelle vidéo pour dénoncer la maltraitance d'animaux. Attention, certaines images peuvent choquer. La séquence montre les conditions insalubres d'un élevage de canards dans les Pyrénées-Atlantiques. Les précisions de Viviane Hervier. J'ai demandé la suspension immédiate de l'activité de cet atelier. Donc cet atelier ne redémarrera pas tant que le bâtiment n'aura pas été remis aux normes sanitaires et que l'exploitant ne nous aura pas prouvé qu'il est capable d'exploiter cet atelier de façon correcte. C'est donc une suspension temporaire qui a été infligée à l'exploitante d'un élevage de canards dans les Pyrénées-Atlantiques. Une décision qui fait suite à la diffusion d'une vidéo de l'association L214. Des images choquantes. On y voit des canards pataugeant dans le lisier, des asticots qui prolifèrent, des rats et surtout des cadavres de palmipèdes en état de décomposition. Un élevage comme ici, on n'avait jamais vu un état de délabrement, des cages avec des conditions de vie pour les animaux aussi déplorables qu'ici.
Une vidéo truquée accuse la copropriétaire de l'exploitation qui reconnaît cependant avoir eu des dégâts lors d'une tempête. Il y a quelques temps, on a eu des intempéries et un déplacement de la fosse à lisier. Donc effectivement, et ça on peut pas, ça c'est la vérité. En revanche, tout ce qui est cadavres, rats, asticots, c'est mensonger, c'est faux, mensonger et malhonnête. L'exploitante a décidé de porter plainte contre L214 pour diffamation et entrée par effraction. Mais si aucun cadavre d'animaux n'a été retrouvé par les enquêteurs dans ces installations, les conditions d'exploitation ont été jugées inacceptables en l'état. Voilà, l'incompris, un sujet épineux puisque la propriétaire dit que certaines images ne correspondent pas à leur exploitation. L214, évidemment, aime toujours frapper fort pour alerter les consciences. Est-ce que c'est un problème dont on le sait, les Français, auquel les Français s'intéressent de plus en plus, mais que le pouvoir ne s'empare pas suffisamment? Le problème, c'est que ça décrédibilise ceux qui travaillent correctement. C'est-à-dire que je ne vais pas parler de ce cas en particulier puisque la personne conteste les faits et... même si ça semble un peu compliqué comme ligne de défense, mais en tout cas, on verra bien ce qu'il en est. Néanmoins, à partir du moment où il y a de la maltraitance animale, parce qu'au-delà des problèmes d'hygiène et de sanitaire, il y a de la maltraitance animale, une simple suspension paraîtrait quand même assez légère. On avait parlé des caméras aussi dans les abattoirs. Les contrôles sont très insuffisants aussi. Il y a très très peu d'exploitations agricoles qui sont contrôlées. Et je vous dis, tout ceci, c'est dommage parce que pour une minorité, et heureusement que l'association, quelque part, fait... dénonce les choses, mais pour une minorité de gens, d'éleveurs qui se comportent mal, ça jette le discrédit en fait sur toute une profession. Et ça c'est bien dommage et le seul moyen c'est le contrôle et puis la parole libérée, parce qu'il faut aussi que les gens osent dire qu'il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas acceptables, à la fois pour les animaux et pour les produits alimentaires qui en sont issus. La parole libérée de qui ? Mais par exemple, quelqu'un a bien été dans cette exploitation à un moment ou à un autre. Pourquoi personne n'a dit que les bêtes étaient dans ces conditions d'insalubrité? Si c'est le cas, je vous dis bien si c'est le cas. Quelqu'un a sans doute prévenu. Il y a plein d'autres endroits où on a vu qu'il y avait des graves problèmes, mais il y a quand même des vétérinaires qui passent de temps en temps, il y a quand même des livreurs de céréales qui passent, il y a quand même un certain nombre de flux. C'est vrai qu'il faut libérer la parole parce que sinon c'est toute une profession et ce sont justement les gens qui sont dans l'excès de la critique, qui profitent de ces situations pour amener avec eux des gens qui doutent un peu et qui se disent bon c'est vrai, peut-être que on devrait Après, la aller, question de la surveillance, on parle de la vidéosurveillance dans toutes les villes, maintenant dans les exploitations agricoles, selon ce que vous précisez. Est-ce que c'est la solution finalement, mettre une caméra derrière chaque Français comme on met des CRS maintenant pour surveiller les abattoirs, il me semble que ce soit très important. Chaque vache, chaque Français, chaque cochon. Est-ce qu'il faut aller vers ça pour, comme vous le dites, mieux surveiller ce qui relève peut-être d'une minorité? Non, moi je voudrais juste faire plusieurs remarques. La première, c'est qu'il faut à la fois être sensible à l'émotion de ce qu'on voit, mais en même temps considérer qu'il y a toujours un piège. C'est-à-dire, je ne dis pas que ce qu'on voit est faux, je ne dis pas que c'est vrai. Après, c'est la justice de faire son travail. Après, la question, c'est quel est le problème qui est derrière? Ou quelle est l'idéologie qui est derrière? Ou qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre de façon à changer fondamentalement des habitudes, parce que c'est ça la question. Voilà. Et donc il me semble, c'est pour ça que je ne voudrais pas non plus qu'on continue, si vous voulez, ce qui se passe depuis 20 ans ou 30 ans, que le petit fait divers conduise à changer une loi, à modifier ceci, cela, sans tenir compte des grands équilibres. La question, si vous voulez, c'est est-ce qu'on est susceptible ou non de modifier, d'aménager, de prendre en compte la souffrance animale. Par exemple, je ne voudrais pas m'en prendre à monsieur, mais c'est vrai que mon métier à moi, c'est d'être dans le débat sur les mots qui apparemment n'intéresse pas les Français. Mais, donc l'idée de la détention, l'idée de la détention, si vous voulez, des animaux, c'est une vraie question, parce que détention, ça veut dire prison. Vous voyez, donc, cette cohabitation qui existe entre les animaux et les hommes, qui a toujours existé et qui est le propre de l'agriculture et des agriculteurs, est-ce qu'il faut l'aménager de manière, effectivement, à tenir compte de la souffrance, faire en sorte que cette industrialisation de plus en plus forte de l'agriculture certains le font, puisqu'on achète tous des œufs de poules élevés en plein air au lieu d'être enfermés. Considérer ça, c'est une chose. Voilà, considérer ça, c'est une chose. Mais considérer que derrière, il faut passer à autre chose, c'est-à-dire considérer qu'il y a un lien d'équivalence, de dignité égale entre l'homme et l'animal, qu'il importerait de ne plus
manger d'animaux, que les bouchers sont des assassins, que les agriculteurs sont des gardiens de prison, que certaines exploitations sont, certains l'ont dit, des camps de concentration. Enfin, je veux dire, là, c'est pour ça qu'il faut toujours se dire quelle est l'idéologie derrière, ou qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre par quelque chose qui est certainement peut-être vrai, je n'en sais rien, mais qui derrière peut nous amener à des bascules, parce que derrière, on voit bien qu'il y a des vrais problèmes sur... Après, on sait que c'est une cause dont les Français se soucient de plus en plus. Il y a un récent sondage qui dit que 82% des Français se prononcent pour l'interdiction des élevages en cage, par exemple. Oui, c'est ça. Pour l'arrêt de l'expérimentation animale. Les Français n'ont jamais été non plus dans une exploitation où il y a des élevages. Non, mais c'est vrai, parce qu'il faut quand même aussi être sur la réalité de terrain. Bien sûr qu'on voudrait tous que tous les animaux soient en liberté, etc., etc. On pose des questions aussi sans parfois qu'il y ait autour les explications. L'élevage en cage, parfois c'est nécessaire. Bien sûr qu'il faut imposer des espaces, bien sûr qu'il faut imposer de l'hygiène, etc., etc. Mais on ne peut pas être dans un monde idéal où effectivement on pourrait avoir tous les animaux en liberté, parce qu'il y a des animaux qui nécessitent d'être en cage. Donc vous voyez, je trouve que la question est posée comme ça, brute, sans explication, sans pédagogie. Et du coup, on en est à radicaliser la société avec les pour ou contre l'agriculture. Mais on ne va pas aller vers une société où on ne consomme plus de produits carnés, parce que ça fait partie de l'équilibre alimentaire. Équilibrer un régime sans viande, sans poisson, etc. Vous voyez, non, mais où est la limite ? Vous voyez, par exemple, est-ce qu'un poisson souffre lorsqu'on le pêche ? Non, mais dans ces cas-là, posons-nous la question, puisqu'on va aller au bout. Disent oui. Et bien dans ces cas-là, on va aussi enlever les poissons, etc. Et puis on va essayer de faire grandir nos enfants sans viande, sans poisson, éventuellement sans œufs. Et bien je peux vous dire, moi qui suis nutritionniste, que c'est un équilibre très difficile à obtenir, que ce sont des régimes qui coûtent très cher en plus à mettre en pratique, parce qu'il faut des associations de céréales, de protéines végétales qui sont très complexes à obtenir, et qu'il y a énormément de carences. Vous verrez que le véganisme sera un grand scandale de santé publique dans les années à venir, tant il y aura des cas de dénutrition, notamment, et des cassures de courbes de croissance chez les enfants. Non, mais je le dis parce qu'on le dit pas. On n'est pas dans un débat pour ou contre le véganisme. Non, mais c'est important, parce que c'est une idéologie. Ce sont des véganes qui, bien souvent, promeuvent, si vous voulez, la destruction des exploitations agricoles. Je n'invente pas. C'est ça. Mais je suis d'accord avec beaucoup de ce qui a été dit, mais il y a forcément un mais, sans bien évidemment justifier quelconque violence, quelconque destruction de ce qui est la propriété privée des agriculteurs et de toutes les personnes qui ont des animaux. Je crois que c'est un débat, et vous mentionniez le sondage à l'instant, on parlait dans l'actualité la semaine dernière, là, le débat sur la chasse, et la dignité des animaux, etc. On se pose la question aussi sur les cirques. Voilà, je crois que c'est un débat, finalement, un débat sociétal aucun débat n'est illégitime. Si les gens sont touchés par cette problématique-là, je ne vois pas effectivement pourquoi est-ce que c'est un débat qui ne devrait pas s'ouvrir. Ensuite, c'est vrai, d'un côté comme de l'autre, il y a des formes extrêmes, et de toute façon là, c'est le code pénal qui punit sévèrement quand on entre sur une propriété privée, etc. Mais c'est vrai que bon, je n'irai pas sur le terrain, manger de la viande c'est bien ou pas, parce que j'y connais absolument rien du tout. Je peux comprendre que certains aient envie de manger moins de viande parce que finalement, ils pensent que c'est pas bon pour les animaux. À partir du moment où ils ne se l'imposent qu'à eux-mêmes, et que finalement ils n'en font pas un dogme qu'ils veulent étaler sur toute la société, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir ce genre de débat. La question du référendum, effectivement, vous avez raison de dire que beaucoup de gens, mais finalement ça c'est le propre de la démocratie, qui peut dire aujourd'hui, quand il prend une décision quand on vote par exemple sur le traité de la Constitution européenne en 2005, qui a lu le traité dans son ensemble ? Le fait même de la démocratie, c'est que les gens qui décident ne sont pas forcément les plus informés. Sinon, on est dans une forme de technocratie où ne décident que ceux qui savent. C'est les travers de la démocratie. Justement, un mois et demi après son lancement, la campagne pour le référendum d'initiative partagée pour les animaux a recueilli plus de 500 000 signatures. Mais ce qu'il faut dire aussi, ce qu'il faut comprendre, je finis juste là-dessus, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si on veut une agriculture totalement idéaliste, elle ne sera pas accessible à tous. C'est-à-dire qu'un certain nombre de Français ne pourront plus manger de viande parce qu'on imposera des normes tellement strictes, ou alors on importera de la viande, c'est-à-dire qu'au lieu on tuera nos agriculteurs français et on importera de la viande, mais on ne peut pas, si vous voulez, tout avoir. C'est-à-dire des prix accessibles pour les Français et en même temps des conditions idylliques de vie pour les animaux. Donc il y a un juste équilibre à trouver. Bien sûr qu'il faut s'engager pour la protection de la cause animale, c'est un vrai sujet, mais néanmoins, il ne faut pas tomber dans ces extrêmes.
William Thiep, pour conclure. Alors moi, pour répondre sur la question, je pense qu'il y a plusieurs éléments. S'il y a de la maltraitance animale, il faut que les propriétaires qui sont coupables de ces exactions soient condamnés, soient suspendus, soit au civil, soit au pénal éventuellement. Ensuite, par contre, je mettrais plusieurs éléments. Un, apparemment, l'association a été condamnée en fin 2019 par le tribunal correctionnel de Pau pour atteinte à la vie privée. Donc c'est quand même une association qui est coupable de plusieurs actes. Moi, je la regrouperais avec des associations type Greenpeace, etc., qui attaquent les installations nucléaires. Ce n'est pas parce qu'on défend une noble cause qu'on est au-dessus de la loi. Donc il faut condamner les associations qui commettent des crimes également. Sur la question de l'agriculture, je pense que vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est qu'en fait, on l'a vu dernièrement avec le débat sur Barbara Pompili, qui est revenue sur une décision de 2016, notamment en faveur des pesticides. Oui. On ne pourra pas, à terme, il faut bien comprendre que la plupart des agriculteurs, aujourd'hui, 20% des agriculteurs sont pauvres, n'ont pas de revenus, ils n'ont pas enregistré de revenus en 2017. Comment ils font, à la fois pour avoir des installations modernes, s'occuper des animaux, avoir des revenus, s'occuper de la bonne nutrition des Français, produire en masse avec une politique agricole commune au niveau européen qui est assez défaillant. Donc on demande aux agriculteurs beaucoup de choses depuis le milieu des années 50 et on leur met tout sur le dos. Ils sont coupables un peu de tous les maux. En fait, ils sont à la fois mythifiés parce qu'ils représentent en gros la France ancienne qu'on adorait, mais également on leur met... Ils nous nourrissent aussi. Ils nous nourrissent, mais en même temps on leur met tous les maux. Ils doivent être parfaits à tous les niveaux. Ils doivent s'occuper de la bonne bouffe, comme je l'ai dit. Ouais, donc c'est strictement impossible. Je pense que sur le sondage, au niveau de 5 ans, ça paraît très compliqué parce qu'il faudrait moderniser les installations et les agriculteurs n'ont même pas les moyens de vivre et on leur demande de moderniser leurs installations. C'est strictement impossible. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, une courte pause et puis on vient à cette condamnation de l'État qui n'a pas lutté assez contre les rodéos urbains. A tout de suite. Bientôt 19h sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la deuxième heure de Punchline été. On en vient à cette information. L'État condamné pour son inaction face aux rodéos urbains. Décision du tribunal de Marseille qui a donc condamné la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. L'État doit verser 10 000 € de dommages et intérêts à un collectif d'habitants qui avait porté plainte devant la justice pour le préjudice. Le juge a estimé que la préfecture n'avait pas pris de mesures suffisantes pour assurer la tranquillité publique et qu'il s'agissait là d'une faute de l'État. On va écouter la réaction du préfet des Bouches-du-Rhône. On ne peut pas intervenir de façon spontanée et faire des courses-poursuites parce que d'abord, ces jeunes sur ces motos pourraient se tuer, mais surtout parce qu'ils conduisent n'importe comment et à toute vitesse, ils pourraient aussi provoquer des accidents et impliquer des kidams dans leur conduite folle. Je crois simplement qu'il faut comprendre qu'il faut aussi qu'on soit aidé à la fois par les municipalités et aussi par l'ensemble des parties prenantes pour aboutir notamment à une meilleure confiscation de ces véhicules qui sont en particulier très très bruyants. Voilà, la préfecture avait fait part aussi de ses actions de sensibilisation, avait mis en avant le fait qu'elle avait effectivement retiré certains véhicules. C'est une condamnation rare, assez emblématique aussi. Les excuses de la préfecture semblent assez pas à la hauteur, on va dire. Oui, alors c'est une condamnation rare, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Vous avez raison de le dire, c'est le tribunal administratif de Marseille qui s'est prononcé contre un arrêté du préfet. On est sur la justice administrative. On rappelle que l'ordre public, il y a 3 composantes, tranquillité, sécurité, salubrité publique. Pour ceux qui ont fait du droit, ça a été doublé de la question de la moralité publique et de la protection de la dignité humaine. Mais là, on est dans le respect de l'ordre public. Et donc, apparemment, le préfet a pris des mesures d'ordre réglementaire qui n'étaient pas suffisantes. Et donc, le tribunal administratif l'a condamné. C'est symbolique toutefois. C'est très symbolique parce qu'en plus, c'est des images dont hélas on voit très régulièrement réapparaître dans l'actualité. Il y a une loi, le préfet parlait des mesures non pas d'intervention mais de prévention. La loi depuis 2018 qu'on mentionnait tout à l'heure et on sera en ligne dans quelques instants avec une co-auteure de cette. Voilà, c'est ça, prévoit désormais des peines jusqu'à 30 000 € d'amende, etc. Je sais qu'il y a 2 députés qui ont été chargés par Christophe Castaner quand il était ministre de l'Intérieur de travailler à une évolution du dispositif. Ce qui est certain, c'est non pas pour faire le lien avec le sujet de la radicalisation qu'on avait tout à l'heure, mais dans beaucoup des sujets, on traite les symptômes, c'est-à-dire quand il y a le jour J un délit qui est commis. Là encore, la question de la prévention, je sais que l'un des sujets, c'était de la confiscation que le préfet évoquait à l'instant. Comment peut-on faire en amont quand on a l'information que ce genre de choses arrive, que ça va arriver? Mais c'est un problème qui est à prendre beaucoup plus du point de vue de la tranquillité publique que du point de vue pénal et du délit. Et je crois que c'est
lecture qu'il faut C'était en la faire. démarche des riverains qui ont porté plainte. Laurent Saillet semble avoir la réponse à votre question. Non, j'ai pas du tout la réponse, mais ce que je constate, c'est que c'est devenu monnaie courante, ces rodéos, qu'il y a des morts. Qu'il y a des blessés, qu'à un moment on a demandé aux policiers de ne pas intervenir. C'est ce que dit le préfet aussi, pour plusieurs raisons, derrière eux. ce qui est quand même dramatique, parce qu'on ne va pas laisser tuer les gens qui se promènent par des... quand vous dépassez la vitesse, vous êtes immédiatement sanctionné, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait une tolérance. Ça a changé. C'est-à-dire que maintenant, on laisse la police intervenir, mais le problème est général, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on donne à la police comme moyen pour intervenir? Parce que c'est très compliqué, vu la pression aujourd'hui qu'il y a autour de ce qu'on appelle soi-disant les violences policières, et qui est à la grande mode, les policiers n'osent plus intervenir. On l'a vu dans les manifestations, ils se font caillasser, ils ne peuvent plus bouger, et c'est un état d'esprit. Ne me dites pas que dans les manifestations avant-hier, les policiers osaient... Quand on voyait les images là, pendant que vous parlez de ces motos qui vont très très vite, parfois si le policier court après, ces personnes-là peuvent prendre plus de risques. Et donc, sauf que c'est plutôt dans ce sens-là que je l'interprète. Mais à force de ne pas vouloir, si vous voulez, casser un ongle à un délinquant par peur, si vous voulez, d'une manifestation derrière qui dénoncerait les violences policières, excusez-moi, c'est un peu caricatural, mais on en arrive là. Parce qu'on ne va pas nous dire qu'on n'arrive pas à identifier ces personnes qui font les rodéos, c'est toujours les mêmes. Effectivement, il faut la saisie du matériel et on peut très bien les interpeller en dehors même de la pratique de l'acte. Mais il y a une forme de laxisme et il faut souhaiter qu'effectivement on revienne en arrière parce que c'est devenu une mode. Donc Laurent Saillet est pour l'interpellation et la confiscation du véhicule. Évidemment, comme tous les Français, ça s'appelle faire appliquer la loi. Derrière le délinquant. Ça s'appelle faire appliquer la loi parce que s'il renverse un enfant juste après, là c'est dramatique. Messieurs. Le dispositif légal permet en fait de mettre les personnes en prison pour 2 ans, leur accorder 30 000 € d'amende. Sur la confiscation, de ce que j'ai compris, c'est assez compliqué parce qu'apparemment, soit les personnes volent les motos, soit les louent. Donc en fait, les confisquer, ça ne sert pas à grand-chose. Le problème, c'est de les rendre à leurs propriétaires et les interdire en amont ce genre de pratique. Le problème, c'est, comme vous l'avez dit, on ne doit pas se diriger vers une évolution législative, c'est une évolution de doctrine en fait des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre aujourd'hui, quand elles font face à des phénomènes comme ça, elles ne peuvent pas intervenir parce que globalement, si elles interviennent, elles vont être jugées coupables. Ensuite, après, vous aurez 30 000 personnes dans la rue en train de manifester justice pour X ou je ne sais pas quoi, justice pour, on va dire X, ce sera plus simple. Et donc, globalement, le policier sera en tort et sa carrière sera terminée. Donc, de toute façon, il ne voudra pas intervenir parce que ça va se diriger comme ça. Le seul moyen, c'est de changer de paradigme pour que la peur change de camp. Aujourd'hui, quand quelqu'un va faire ce type de pratique, il va y aller, il va se dire, de toute façon, dans le pire des cas, je vais réussir mon truc et puis je vais réussir mon rite de passage et je vais me faire respecter dans la cité. En gros, ça se passe comme ça. Deuxième élément, de toute façon, il ne pourra pas intervenir parce que c'est lui qui va être en tort. Il va me suivre pendant X mètres et puis j'ai plus qu'à taper une accélération dans les derniers mètres, ce sera fini pour lui. Et bon, globalement, c'est fini. Et qu'est-ce que ça représente? Je crois qu'on a dit qu'il fallait changer de paradigme, pardonnez-moi, mais on est bien avancé. Il y a des pays qui ont changé leurs moyens de doctrine et qui demandent aux policiers de charger les motos. La seule difficulté, moi, la seule limite que je mettrais, c'est qu'il faut faire attention non pas à ces délinquants, mais il faut faire attention à la population et aux riverains. Pour moi, il faut prendre en compte et changer la doctrine et permettre ce type d'intervention, mais à une seule limite, faire attention aux riverains et qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Ce sont les riverains qui sont à l'origine de cette condamnation. On précise d'ailleurs que la riveraine à l'origine de la procédure n'est pas satisfaite. Elle dit dans ce genre de procédure, on ne peut avoir que de l'argent. Or, l'argent ne m'intéresse pas. Les rodéos vont se poursuivre. Non, moi je trouve qu'il y a une forme d'injonction contradictoire à l'égard de la police. Quand elle n'est pas là, on la demande, et quand elle est trop là, on veut qu'elle s'en aille. Et donc il y a quelque chose qui effectivement suppose que l'ordre règne, au bon sens du terme, pour la sécurité, de la proximité, dans les quartiers, dans les rues, etc., etc. Donc tous ces débordements qui sont effectivement de nature à perturber la tranquillité et la paix sont dénoncés et à juste titre. Et en même temps, on ne va pas aider la police dans ces différents métiers. En même temps, on va manifester bruyamment contre les violences policières. Et en même temps, moi, j'ai jamais vu de manifestation pour demander de la police ici ou là. Voilà. Donc, je pense que ce rapport d'amour-haine à l'égard de la police, qui n'est d'amour-haine à l'égard de la police, on veut qu'elle soit là quand on en a besoin, et on souhaite que sa liberté soit préservée dès que on exerce sa liberté individuelle, même dans des éléments un peu de débordement, rend la situation de la police, et donc c'est pas une question de doctrine, mais c'est aussi une question de ce que les Français veulent. Par exemple, quand on parlait des grèves, quand on parlait des manifestations, on a bien vu qu'une des doctrines des manifestations, c'est ne pas
trop intervenir, ne pas charger, parce que, alors je ne veux pas m'en prendre aux médias, mais le fait qu'il y ait une caméra, qu'il y ait un appareil photo, qu'on voit quelqu'un qui va faire ceci ou cela, hop, ça va se retourner contre la police et on va considérer que telle personne a été matraquée par la police. Et donc, on se retient d'intervenir. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que le rapport que les Français peuvent avoir à l'égard de l'ordre, du maintien de l'ordre, il est tellement contradictoire que ça rend la situation de nos policiers, et donc de la police de façon générale, très difficile. Il est contradictoire, mais il prend toute son importance quand il touche à la paisibilité de la vie privée. Exactement. Et la vie des quartiers, justement, en l'occurrence, là... Ça vous touche directement, en fait. Voilà. Parce que quand vous regardez de loin, c'est très facile de dire oui, on n'a pas besoin de la police, ce sont des gens violents. Les riverains se sont plaints de bruits qui avaient d'abord lieu que le matin ou que le week-end et qui se sont ensuite étalés de la matinée à très tard dans la nuit. Il y a quelques minutes, on décrivait le fait que les violences s'élargissent maintenant dans le monde rural. En fait, tout le monde, petit à petit, va demander la police. C'est pour ça que Darmanin fait le tour de France en accordant des moyens supplémentaires quasiment dans toutes les villes. En fait, aujourd'hui, c'est très simple. Il suffit de mettre une petite banderole, d'écrire une lettre ouverte au ministre et vous avez des policiers supplémentaires. C'est pas si facile puisque les riverains dont on parle ont écrit plusieurs missives à différentes autorités sans avoir de réponse. Et c'est pour ça qu'ils sont allés en justice. On parlait de la loi anti-rodéo en vigueur depuis 2018 et nous sommes en ligne avec une co-auteure de cette loi anti-rodéo, Catherine Hausson. Bonsoir, merci d'être notre invitée. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche du Nord. Vous avez écrit donc une partie de ce texte. Cette loi est entrée en vigueur le 3 août 2018. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas eu beaucoup d'effets puisque ces rodéos semblent d'une part persister, voire se multiplier ? Alors, d'abord, il faut remettre l'histoire dans le contexte. Quand la loi est sortie, on s'était pressé qu'elle soit votée conforme au Sénat parce qu'on voulait des grosses opérations avant la fin de l'été. Et ces grosses opérations avaient bien fonctionné. Il y avait un vrai effet psychologique. On découvre la confiscation des véhicules, on découvre les peines lourdes, les amendes lourdes. Donc, il y a eu d'abord cet effet. Je pense que le phénomène s'est largement aggravé avec le confinement. Ces rues vides ont créé des autoroutes à quad et à engins motorisés qui ont accentué ce phénomène. Le confinement qui n'a pas été vécu bien par nos concitoyens, particulièrement quand on habite les quartiers. Il faut quand même souligner que les rodéos ne se passent pas dans tous les quartiers de toutes les villes, mais dans certains quartiers avec des problématiques de quartier. Et je comprends bien l'exaspération des habitants de Marseille où je suis allée. J'ai participé à une opération anti-rodéo avec la police, avec la BAC 13, où j'ai pu moi constater qu'il y avait des moyens conséquents qui étaient mis en place. Mais effectivement pas suffisant parce que d'abord le phénomène de rodéo il est multiple. On ne peut pas comparer le jeune qui fait le tour de son quartier une après-midi complète et les bandes organisées, parce qu'on avait introduit dans la loi la notion de bande organisée, parce que la bande organisée, c'est autre chose, c'est du trafic, c'est l'appropriation de l'espace public. Donc les rodéos d'abord sont multiples, donc ils ne peuvent pas avoir une réponse unique. Et d'où la complexité d'aider à régler ce problème. La loi, elle est faite, elle existe. Les premiers à nous avoir dit qu'ils étaient contents, ce sont les forces de l'ordre. Donc, il n'est pas question de la créer. Alors, effectivement, on va peut-être modifier des choses. On va avoir 2 trains législatifs qui vont nous permettre de modifier quelque chose, notamment l'identification des véhicules. On ne peut pas être propriétaire d'un véhicule, le louer et ne pas à un moment avoir sa responsabilité engagée. Et donc, sur la confiscation du véhicule, jusqu'à maintenant, ça ne concerne que les propriétaires, mais qui utilisent leur engin, mais il faut que ça concerne aussi celui qui le prête, celui qui le loue, ou ce véhicule qui n'appartient à personne. Parce que dans certains quartiers, il y a des véhicules, on ne sait pas à qui ils appartiennent, il n'y a plus aucun système d'identification. D'où ce phénomène de groupe, quand on vient rechercher les véhicules après coup et ces difficultés dans les quartiers parce qu'il y a 30 personnes qui se sentent concernées par ce véhicule et qui ne veulent pas le laisser partir. Quand on est co-auteur de la loi anti-rodéo 2018 et qu'on entend le préfet réagir à cette condamnation de l'État en disant on ne peut pas courir derrière chaque jeune, derrière sa mobilette, on n'est pas un petit peu désarmé ? C'est compliqué parce que sur la course-poursuite, il y a un vrai sujet. Moi, j'ai déjà interrogé plusieurs fois les ministres de l'Intérieur sur ces sujets. D'abord, il y a une double exposition de nos policiers. Il y a une exposition physique. Ils se mettent en danger quand ils courent après des délinquants et ils se mettent en danger médiatiquement. On voit bien, on a des images qui circulent, qu'une partie des vidéos et ils le vivent très mal.
Moi, les forces de l'ordre que j'ai rencontrées me disent mais nous, on veut bien se mettre en danger, c'est notre métier. Mais si c'est pour que derrière, la personne ressorte libre du tribunal, et ben résultat, ces forces de l'ordre finissent par s'inhiber et ne plus y aller. Le préfet de police a autorisé les courses-poursuites à Paris. C'est pas une question d'autorisation, c'est aussi une question de protection fonctionnelle des policiers. Avant, quand un policier était mise en cause, c'était l'institution qui montait au créneau pour lui. Et maintenant, ce sont des policiers à titre individuel qui se retrouvent devant les tribunaux. Donc tout ça, même si on autorise aujourd'hui la course-poursuite dans un cadre de sécurité, ça ne réglera pas tout parce que nos forces de l'ordre n'iront pas de toute façon risquer leur vie pour de toute façon quelqu'un qui ressortira libre du tribunal. Damien Leguet participe à notre échange. Non, si vous voulez, moi je vais réagir un peu comme ça. Mais quand on est député et qu'on voit un petit problème par le petit bout de la lorgnette, c'est une chose. Mais je veux dire, moi j'ai entendu quand même ces dernières années les policiers manifester parce qu'ils ont des voitures qui ont 300 000 km, parce qu'ils ont des commissariats qui sont délabrés et qui ressemblent à rien, parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils sont payés au lance-pierre. Donc à un moment donné, soit on veut considérer que la police est une chose importante pour régler ça, mais pour régler autre chose aussi. Et on leur donne des moyens, on est députés, on a le pouvoir. Donc faisons-le. Ou à ce moment-là, on dit on va régler un petit problème ici, un petit problème là-bas, sans voir le vrai problème qui est quand même... Je sais pas, j'ai vu, vous avez vu, il y a eu des images qui ont circulé, voilà, où on voyait chaque policier montrer son commissariat, les toilettes qui sont, etc. Vous dites, mais c'est dingue, je veux dire, de pouvoir traiter sa police de cette façon-là, de la mépriser à ce point-là, de ne pas lui donner les moyens avec des gilets pare-balles qui ressemblent à rien. Je veux dire, vous dites, bon, bah... Au lieu de régler... C'est perdu d'avance. Non, c'est pas du tout ça. Je veux dire, au lieu de régler ce petit problème-là, qui est un tout petit problème qui peut-être, par rapport à un souci ici ou là, est important, ne l'est pas de façon générale. Moi, je trouve qu'il y a deux budgets quand même qui sont quand même en France absolument honteux. C'est le budget de la justice et le budget de la police. Alors, soit on veut de la justice, et à ce moment-là, on y va. Et si on veut de la police, eh ben allons-y. Donnons les moyens et à la police et à la justice de fonctionner. On ne peut pas, après, quand on est député, dire « Ah, excusez-moi, voilà, bon, on va donner un petit machin, faire une loi machin, une loi truc, une loi ascenseur, une loi pour les rodéos, une loi pour les bicyclettes, une loi pour les machins. » Enfin, je veux dire, je sais pas, je trouve que c'est un peu indécent, si vous voulez. Enfin, je dis pas ça pour cette dame, mais... Mais on va surtout laisser répondre, Madame la députée. Non, mais je trouve que c'est un peu indécent, si vous voulez, de voir ça du petit bout de la lorgnette, plutôt que de se donner les moyens à la police de façon générale, de pouvoir traiter toutes les incivilités, toutes les difficultés, à la fois en nombre de personnes, à la fois en personnel et à la fois en moyens. Madame la députée. Alors, d'abord, je ne regarde pas le problème par le petit bout de la lorgnette parce que je suis commissaire aux finances et je vote tous les projets de loi de finances, particulièrement les crédits sécurité, qui sont en augmentation depuis 2017. Je pense que ce qui est indécent, c'est certains de mes collègues députés qui, eux, quand étaient aux responsabilités, jouent maintenant les vierges effarouchés, mais ont été les premiers à diminuer les effectifs et les moyens. Alors maintenant qu'on a dit ça, on est content, mais ça suffit pas. Les policiers, c'est comme les médecins, on les fabrique pas en 3 mois. Donc les annonces qui sont faites maintenant, elles ne sont pas dans l'immédiateté. Donc on ne va pas non plus vendre du rêve aux habitants en leur disant vous aurez 300 policiers demain. Moi, dans ma circonscription, je suis la députée de Roubaix. Je connais particulièrement bien les difficultés du commissariat de Roubaix. Je peux vous dire, ils ont la légionellose, pour vous situer le niveau. Moi, j'ai fait des immersions. Je suis aux côtés des forces de l'ordre régulièrement pour savoir quelles sont leurs conditions de travail et je travaille régulièrement avec eux. Mais voilà, un policier, ça ne se fabrique pas du jour au lendemain. Il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on paye des décisions qui ont été prises il y a longtemps. Moi, chez moi, on vient d'annoncer 60 policiers supplémentaires. Tout le monde est content, sauf qu'on est à moins 50. Donc, au bout du bout, ça sera que 10. Donc, il faut aussi regarder les choses en face et se dire... les moyens qu'on met maintenant, ça prend du temps et on paye aussi des décisions qui ont été prises dans le passé et que je regrette effectivement. On ne peut pas non plus toujours revenir sur des décisions qui ont été prises il y a plus de 10 ans parce qu'il y a un moment, vous êtes au pouvoir depuis maintenant 3 ans. Juste avant, il y avait M. Hollande qui l'était. Il y a beaucoup de députés socialistes qui sont maintenant dans votre majorité. Donc je pense que chacun peut porter une part de responsabilité. Certes, des policiers, ça ne se fabrique pas. Par contre, des gilets pare-balles, ça s'achète, des gants, ça s'achète aussi, etc., etc. Et le budget, je n'ai pas le chiffre sous les yeux, mais peut-être vous allez nous le donner, le budget précis du matériel de la police, me semble-t-il, n'a pas augmenté, lui.
Alors, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je peux regarder le rapport spécial. Mais j'ai bien en tête que ce budget-là n'a pas augmenté, il a même diminué depuis l'élection d'Emmanuel Macron sur le matériel destiné aux policiers. Enfin, que ce soit à la gauche ou à droite, on voit bien qu'effectivement, il y a un problème quand même de moyens qui est donné à la police. Justement, Merci beaucoup, Catherine Osson, d'avoir été notre invitée. Je rappelle, vous êtes députée La République En Marche du Nord et co-auteur de la loi anti-rodéo de 2018. On parlait des moyens. On va écouter le préfet des Bouches-du-Rhône à ce sujet, puisqu'on lui a posé la question. On trouve des moyens en ce moment pour faire appliquer le port du masque en extérieur. Pourquoi n'en a-t-on pas pour contrôler les rodéos urbains? Voici sa réponse. Le port du masque augmente à Marseille progressivement. Vous dire que c'est totalement satisfaisant partout où l'obligation de port de masque a été instituée par le préfet de département, ça ne serait pas exact, mais ça progresse positivement. Ce n'est pas parce qu'on a ces opérations que dans le même temps, nous n'organisons pas des opérations pour arrêter les auteurs des rodéos. Donc je crois que c'est deux problèmes qui sont distincts et il ne faut pas qu'à la faveur de l'actualité, on arrive à embrouiller les problèmes. On n'embrouille pas les problèmes, mais on a l'impression qu'on n'avance pas tellement dans cette résolution. C'est le problème de la sanction. Ce que disait tout à l'heure Madame la députée très justement, c'est que de toute façon, ils ressortent. Donc à partir du moment où la sanction, et on voit bien que de toute façon la politique pénale, et qui a été rappelée par le nouveau ministre de la Justice, c'est-à-dire d'avoir moins de monde en prison, c'est la première chose qu'il a dite en arrivant, en étant nommé. Si on est dans cet état d'esprit, au départ, Emmanuel Macron devait construire 10 à 15 000 places de prison. Résultat des opérations, on a libéré des milliers de prisonniers pendant la Covid, sans d'ailleurs... En fin de peine et pour des délits mineurs, rappelons-le, parce qu'on... Mais qu'est-ce qu'on appelle un délit mineur, madame? Vous savez, non, mais déjà, il y a des réductions de peine. Donc un délit mineur, dites ça à toutes les victimes qui ont été victimes. Plus les peines de moins de 2 ans qui ne sont pas appliquées. Voilà, plus les peines de moins de 2 ans qui ne sont pas appliquées, donc c'est pas totalement mineur. Ceux qui sont en prison en général, c'est pas mineur, bien sûr, que ce ne sont pas peut-être des assassins, mais en tout cas, dites aux victimes qui ont été justement victimes de ces personnes-là qu'elles ont été relâchées dans la nature pour la Covid et pour l'idée de ne pas surcharger les prisons. Je trouve ça très limite. Donc un ministre de la Justice qui, en arrivant, ne soupirait pas, il l'a dit. Je vous laisse terminer. Un ministre de la Justice, pardon, mais qui dit, c'est un tract pour le Rassemblement national de dire ça. Un ministre de la Justice qui dit la politique que nous devons mener, c'est moins de monde en prison, ce n'est pas un message qui est bon pour la sécurité et qui est bon pour justement convaincre les jeunes et les délinquants de ne pas agir. On ne peut pas dire des choses pareilles. La sanction doit être très importante. Si la sanction est importante, ça veut dire que les gens vont en prison. Et déjà, Madame Belloubet avait largement, avec sa loi, assoupli justement les exécutions de peine. Alors, vous l'avez compris, je suis en total désaccord sur, pour le coup, là, tout ce que vous avez dit. Parce que je crois que vous méconnaissez, ou en tout cas, vous avez une vision de la chaîne pénale qui est centrée sur la prison. Moi, contrairement à vous, je me place dans le temps long parce que j'ai la conscience du fait que quelqu'un qui est en prison va forcément sortir un jour. Et qu'on ne peut pas, de toute façon, mettre tout le monde en prison. Vous l'avez dit, parce qu'il y a une situation matérielle. Je ne vais pas dire c'est la faute de Hollande, de Sarkozy ou de Charles de Gaulle. Bien sûr, mais elles seront construites pas tout de suite. Ah bon, mais de toute façon, si on construit des prisons, on trouvera toujours le moyen de les remplir. Je crois que ce que dit M. Dupond-Moretti, et je ne suis absolument pas porte-parole du gouvernement, mais vous me poussez à l'expliquer, peut-être pas à le défendre, mais en tout cas à aller dans son sens, c'est que quand il dit il faut revoir la chaîne pénale, ça veut dire simplement qu'il faut envisager la prison non comme une finalité, mais comme un moyen. Parce qu'on ne peut pas uniquement mettre des gens... Il faut y aller. On ne peut pas uniquement mettre des gens en se disant on les met là, ils vont être là pendant 10, 15, 20 ans, sans absolument préparer la sortie. Il y a des peines alternatives. Il y a le bracelet, il y a les travaux d'intérêt généraux, il y a les amendes. Mais quand vous dites à un délinquant vous aurez un bracelet ou vous irez en prison, c'est pas aussi dissuasif. Je suis désolée, on est totalement opposés. Ne me dites pas que je méconnais la chaîne pénale. Simplement, nous sommes totalement opposés politiquement sur la vision. Oui, justement, pour moi, la sanction prison et la sanction qui permet de mettre à l'abri les citoyens français d'un certain nombre de personnes et qui est la plus dissuasive. C'est une vision de la société. On parlait de la radicalisation et je crois que pour le coup, on était d'accord pour noter que parfois, les gens qui entrent pour un petit délit se radicalisent en prison et ressortent radicalisés. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas pour autant qu'il ne faut pas les mettre. Veiller à ce qu'il n'y ait pas de radicalisation, mais vous ne pouvez pas dire à tous ces gens qui sont agressés, vous ne pouvez pas dire à tous ces gens qui sont agressés, etc., qu'on va déjà penser à la réinsertion
réinsertion de la personne qui leur a causé tort, en imaginant plutôt un bracelet électronique plutôt que les mettre en prison. Mais si vous dites ça aux jeunes, continuez. Ils vont continuer à voler, à agresser et à faire mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que comme c'est la politique des bisounours. Je ne le crois pas du tout. Je suis désolée de vous le dire. Vous mentionniez tout à l'heure la question des budgets. Et M. Darmanin est totalement opposé au ministre de la Justice. Ça, vous êtes d'accord que ils ont des désaccords et c'est le Premier ministre qui tranchera. Je n'ai pas encore l'honneur d'être le Premier ministre qui dirige M. Dupond-Moretti et M. Darmanin. Mais ce qui est certain, c'est que je ne peux pas vous laisser dire que la justice serait laxiste parce que la vision du laxisme est centrée uniquement centrée sur la prison. Il n'y a pas que la prison dans la vie. On voit très bien que ça ne fonctionne pas. Donc il y a d'autres peines. C'est aussi simple que ça. Les moyens de la justice, ils ont été augmentés. Il y a une loi de programmation une loi de programmation pluriannuelle qui a été adoptée l'année dernière, qui va prévoir 30% d'augmentation avec des moyens en plus dans les prisons, avec des moyens en plus. Les policiers sont écœurés d'arrêter des gens qui sont relâchés. Laissons-le finir et puis après Damien Leguet. C'est un sujet sur le continuum police-justice. Je peux vous entendre là-dessus. Et le ministre, le garde des Sceaux, a parlé d'une justice des territoires avec des peines qui sont adaptées et qui sont prises plus rapidement. Ça, c'est un fait aussi. Quand vous faites un trafic à 16 ans, vous êtes jugé à 18 ans, vous avez une peine à 20 ans. Donc ça le temps long de la justice est aussi un sujet. Et là, j'espère que je vais réussir à terminer la phrase en 30 secondes. On ne peut pas dire que la justice est laxiste simplement parce qu'on ne fait pas de la prison la peine centrale. Tout simplement parce qu'il y a d'autres peines, qu'on voit que ça ne fonctionne pas. Et que donc, par exemple ? Mais je l'ai dit, on a des travaux d'intérêt généraux, on a des bracelets électroniques, on a la prison et la finalité. Pour une personne âgée qui se fait agresser dans la rue, là, il y a une personne très âgée qui a subi une très grave agression. Est-ce que vous pensez que la personne qui a fait ça doit aller en prison ou à faire des travaux d'intérêt généraux ? Mais c'est pas à moi de le dire et je crois que c'est même pas aux Français de le dire. Bon, alors on va continuer c'est pas à nous de définir les champs de peine. Attendez, non, mais quand on va dans le concret, vous n'arrivez plus à parler. Vous faites des théories, mais elles ne sont absolument pas concrètes. Soyez concrets. Mais je vais vous répondre. Qu'est-ce que vous appelez une peine légère ? Le jour où on est dans un État où, dans les textes, une peine un délit est égal à une peine, on est dans un État totalitaire. La force de la justice en France, c'est qu'on a un juge avec des circonstances atténuantes, avec des circonstances. On peut dire que quelqu'un qui tue quelqu'un, il peut aller en prison. Bien sûr, on a mis des moyens en plus pour avoir des juges en plus. Je ne serai jamais d'accord avec quelqu'un qui me dit que c'est aux politiques de définir les peines. Nous avons des juges, faisons confiance aux juges parce que sinon, le jour où on mélange politique et justice, on est en Chine. Allez, Damien Leguet. Non, c'est juste pour qu'il y ait un débat. Aussi. Non, moi je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est que je pense que ce genre de débat, c'est-à-dire entre la gauche, la droite, entre ce qui a été fait, pas ce qui a été fait. Bon, je pense que les Français, alors je ne sais pas si les Français en ont marre des discussions sur un mot, mais enfin, ce genre de discussion-là me semble un peu stérile. Deuxième chose, je pense qu'il ne suffit pas de dire que les choses puissent exister, c'est un peu le propre du politique depuis des années, pour que les choses se passent réellement. Troisième chose, moi je crois que la tendance de fond, si vous voulez, c'est l'abandon quand même de des fonctions régaliennes de l'État depuis des années, qui s'occupent de tout et n'importe quoi, mais en particulier sur ces deux choses-là, prenons défense de la justice, mais en termes pas tellement d'application de peine ou pas application de peine, c'est un autre débat, mais sur pourquoi faut-il qu'un juge d'application des peines, ou pourquoi faut-il qu'un juge, ou pourquoi faut-il que des greffiers soient obligés de venir avec leur papier, leur feuille de papier pour imprimer, et 60 dossiers, 80 dossiers, 300 dossiers. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si on veut vraiment que les choses se fassent et que le juge ait le temps de regarder dossier par dossier pour effectivement ne pas être dans un système totalitaire, c'est-à-dire quelque chose automatisé, voilà. Mais au cas le cas, avec des moyens qui sont vraiment, donnons des moyens. On revient toujours au même. Il faut des moyens. Non, et on vient de les augmenter. Non, mais les augmenter par rapport à quoi ? Par rapport à une situation qui est lamentable. Mais pensez-vous que les gens seraient capables... C'est une vraie question que je me pose en 10 secondes. En France, souhaiterait-on payer plus d'impôts ? C'est une question que je me pose. On demande toujours des moyens. Non, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. 50% obligatoire. Il n'y a pas besoin d'impôts supplémentaires. Il n'y a pas besoin d'impôts supplémentaires. C'est la répartition de... On a 56% de dépenses publiques et 50% de prélèvements obligatoires. En fait, ce qui s'est passé depuis le début des années 2000, c'est qu'on a eu un transfert, on a fait maigrir l'État régalien pour faire grossir l'État social. Exactement. Aujourd'hui, les dépenses de la sécurité sociale, et en sens très large, équivalent à 35% du PIB. 35% de la richesse française, alors que ça correspondait à 15% à l'époque du général de Gaulle. C'est ça. En 65, ça correspondait à 15% à l'époque du général de Gaulle. Là où il y a un véritable risque avec ce type de déclaration du préfet, c'est qu'Emmanuel Macron risque une jospinisation. En 2002, Lionel Jospin
Jospin avait dit en matière de chômage, l'État a tout fait. Et ce que risque Emmanuel Macron, vu l'élection présidentielle de 2022, c'est de dire en matière régalienne et en matière de justice, l'État a tout fait. Et en fait, l'État est impuissant. Il représente une forme d'impuissance alors qu'il était censé répondre à la fois à une forme d'efficacité après Hollande et restaurer l'autorité de l'État après le fait que Hollande ait abîmé la fonction présidentielle. Sur ces 2 points, pour l'instant, on se dirige vers un échec absolu. Mais je suis content d'être avec monsieur, parce que nous partageons le même point de vue. Voilà. Moi aussi. Vous êtes d'accord. La conclusion de ce débat, très bien. Vous restez avec nous, on se quitte une dernière fois pour quelques minutes avant d'aborder cette question. Faut-il décaler la rentrée scolaire? C'est ce que demandent plusieurs syndicats enseignants. A tout de suite. Dernier débat pour ce soir dans Punchline été. Faut-il décaler la rentrée scolaire? Les conditions de retour à l'école restent incertaines à seulement 13 jours de la date officielle. Le 1er septembre pour les enseignants, le 2 pour les élèves. Plusieurs syndicats d'enseignants s'inquiètent du manque de préparation des établissements. Ils dénoncent également un manque d'information. Le chef de l'État s'est exprimé il y a quelques minutes sur le sujet. Emmanuel Macron est au Fort de Brégançon où il reçoit en ce moment la chancelière allemande. Il est donc intervenu dans ce débat sur l'école. On l'écoute. Nous nous sommes coordonnés sur des sujets de la vie quotidienne de nos concitoyens, la rentrée scolaire qui s'effectuera dans les prochains jours, où les règles là aussi doivent être harmonisées, mais on aura une rentrée scolaire qui se fera. On ne va pas mettre nos pays à l'arrêt, mais on va devoir vivre avec le virus en veillant à ce qu'il ne se propage pas, et en particulier ne se propage pas plus vite et ne touche pas les personnes les plus âgées qui sont, on le sait, les plus fragiles. Voilà, une petite clarification, même si évidemment il reste encore quelques zones de flou, mais il reste 13 jours avant la rentrée. Laurence Saillet, on fera l'école normalement, dit le chef de l'État. Et je le souhaite. S'il y a bien un domaine dans lequel Emmanuel Macron a été, pour moi, exemplaire dans la gestion de cette crise, c'est justement sur la scolarité. Il a su, avec courage, réouvrir les écoles quand il le fallait, pour une raison assez simple déjà, qui a fait basculer sa décision, m'a-t-on dit, mais je pense que la source est bonne, c'est notamment les violences subies par les enfants dans le cadre familial. C'est terrible ce qui s'est passé pendant le confinement. Une explosion des violences sur les enfants, puisqu'à partir du moment où les enfants ne sont pas scolarisés, nous n'avons pas le moyen de savoir si ces enfants subissent ces violences. Donc je pense qu'il faut penser collectif. Il y a 2 éléments à prendre en compte. 1, l'économie. Si on décale la rentrée scolaire, on finit de flinguer l'économie française. Qui dit un enfant qui ne va pas à l'école, dit des parents qui ne travaillent pas. Et ce sera surtout les femmes, qui plus est, qui resteront elles-mêmes à la maison. Donc rajoutons encore aux inégalités. Donc décaler la rentrée scolaire, c'est une catastrophe économique, parce qu'on ne pourra pas maintenir le chômage partiel et tout ce qui avait été mis en place pendant le confinement. Et c'est une catastrophe aussi pour nos enfants, parce que l'école de la République, c'est vraiment l'endroit où on peut protéger nos enfants. Et je le redis, surtout, n'oubliez pas, je profite de cet espace médiatique, le 119, quand vous avez connaissance de violences qui sont faites sur les enfants, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop. Et vraiment, quand les professeurs disent on va décaler la rentrée, je me demande comment ils prennent en considération cette donnée. Il y a ces cas, effectivement, d'enfants battus. Il y a effectivement aussi pour d'autres familles, des parents qui ne peuvent pas se permettre d'envisager de ne pas aller travailler pour faire l'école à la maison, même si la situation sanitaire est compliquée. Bien sûr. Non, je dirais que c'est pas que ça, c'est quand même... je reprendrai sur un point ce qui a été dit à l'instant. Je ne suis pas sûr que la gestion quand même du gouvernement sur l'école et le Covid ait été exemplaire en tout point. Il y a un point qui m'a quand même un tout petit peu étonné, c'est quand on a transformé, si vous voulez, le bac en ce que je connaissais moi autrefois, qui était l'école des fans, vous savez, de Jacques Martin, là, où tout le monde l'a. Alors 92%, alors moi de mon temps, il y avait 55%, donc je pense que j'étais absolument lamentable et nul. Mais aujourd'hui, avec des génies, parce qu'il y a 92% ou 85% n'a jamais été aussi haut, cette réussite au bac. J'imagine que la génération d'aujourd'hui, c'est des génies intégraux. Ils savent tout, ils connaissent tout, ils sont au courant de tout. Ça va sans doute leur porter préjudice sur leur CV quand on verra bac 2020. Je ne sais pas, on ne sait pas. Enfin, dit que ça donc là, si vous voulez, sur le côté quand même, l'éducation, me semble-t-il, c'est aussi l'apprentissage
non pas la sélection, mais de quelque chose qui relève de l'examen. Je ne vois pas comment ils auraient pu faire autrement. Je ne sais pas. C'est ça. Alors, après, on ne va pas revenir sur le bac, c'est derrière nous. On est sur la rentrée qui doit arriver dans 13 jours. Mais juste sur la question du bac, si vous voulez, moi je trouve que cette idée qui a été acceptée par la droite aussi, comme quoi effectivement il faut considérer qu'il y aura 80% de réussite au bac comme ça, parce qu'on le dit, et que donc on va faire des commissions de réaménagement, d'aménagement, de correction, etc., pour que tout le monde se retrouve à peu près là-dedans. Je trouve ça d'une absurdité folle. Enfin bon, c'est un autre débat. Première chose. Deuxième chose, il me semble qu'effectivement, il y a le temps de la famille pour les enfants. Et le temps, quand même, c'est quand même essentiel. Le temps de la pédagogie, de l'apprentissage, pour éviter, non pas simplement cette question, effectivement, des violences, qui est une vraie question par ailleurs, mais pour éviter que, comme toujours, ceux des enfants qui sont favorisés et qui ont des familles qui ont les moyens de pouvoir les initier, faire en sorte d'avoir un accompagnement scolaire puissant, eux, ils s'en sortiront toujours. Et tant mieux pour eux. Mais en même temps, pour ceux qui ne sont pas favorisés et qui relevaient autrefois des fameux boursiers, que ceux-là, je pense aux petits Camus, je pense aux petits Peggy, je pense à ces gens-là, voilà, qui puissent, à l'école, trouver un accomplissement d'eux-mêmes avec des professeurs qui les reconnaissent comme tels, et que donc, il y a un apprentissage, et donc une présence à l'école qui soit la plus large possible, et dans un souci d'accompagnement, et avec le sens de la réussite, donc de l'apprentissage, donc de la sanction, qui se fasse aussi de bonne façon républicaine pour éviter ce n'importe quoi du bac de cette année, ce qui m'a beaucoup déçu, et ce qui a beaucoup déçu l'estime que j'avais pour M. Blanquer. Je vous rejoins complètement. En fait, il ne faut pas qu'on ait une génération qui est complètement sacrifiée à cause du coronavirus. On va déjà avoir des jeunes en sortie d'enseignement supérieur, qui vont arriver sur un marché du travail complètement bouché, avec 1 million de chômeurs supplémentaires. Donc ça va être très compliqué pour eux. Il ne faut pas également qu'on arrive à des personnes, et notamment des élèves, qui arrivent au bout d'1 an sans scolarité. Parce que d'une part, ils vont perdre en termes de pédagogie, ils vont mal être formés, ils vont mal apprendre toutes les notions fondamentales. Et deuxième élément, ils vont perdre le lien social aussi. En restant chez eux, ça doit être assez difficile. On a parlé du décrochage scolaire en fin d'année. Il faut que les enfants reviennent à l'école. Ceux-là reviendront-ils à la rentrée ? Il faut les réinsérer dans la société. Surtout, tous les enfants se sont vus dans les parcs, tous les enfants se sont croisés en vacances. On va parler avec un pédiatre justement dans un instant. Le brassage, c'est déjà fait. Et comme vous l'avez dit également, il y a aussi une question économique. Il faut également que les parents travaillent. Donc c'est pour ça que la rentrée scolaire est importante. Donc là où c'est compliqué pour Emmanuel Macron, moi je pense qu'en mars, on peut lui reprocher des choses sur le coronavirus, mais c'est un phénomène qui est nouveau, donc on a le droit, on va dire, à un peu de latitude. Il a pu faire quelques erreurs, notamment sur les masques, etc. Bon, globalement, la France, on est plus ou moins bien sorti, moins bien que l'Allemagne, mais mieux que l'Espagne et l'Italie. Le problème, par contre, c'est toutes les décisions qu'il a prises en sortie de déconfinement. Depuis le 11 mai, il n'a pas imposé le masque obligatoire. La rentrée scolaire, il avait plusieurs mois pour la préparer, et globalement, de ce que je comprends dans les collectivités territoriales, chez les enseignants, chez les directeurs d'école, c'est très compliqué. Ils ne savent absolument pas où est-ce qu'ils vont. Donc là, Emmanuel Macron est attendu au tournant parce qu'il avait plusieurs mois de préparation, il était au courant de la situation. Autant en mars, on peut se dire, c'est un phénomène qui est nouveau, donc on ne lui jette pas la pierre. Là, par contre, il sera pleinement responsable parce qu'il avait toutes les informations et il le fera en connaissance de cause. Eh bien, je suis d'accord avec beaucoup de ce qui a été dit, presque même tout le monde. Donc l'éducation a réussi à nous rassembler. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il faut aussi penser aux enseignants qui ont été pendant très longtemps en première ligne aussi, d'ailleurs, au début, sans masque, sans équipement, etc., qui, dans 13 jours, voient arriver la rentrée sans nécessairement avoir de feuille de route très précise. Donc je pense qu'il y a une exigence de clarté de la part de l'exécutif, et c'est d'ailleurs pour moi le fil rouge de toute cette épidémie, c'est qu'effectivement, les décisions ont été prises, certaines, parce qu'une situation nouvelle s'est présenté du jour au lendemain. Ça, on peut le comprendre. Par contre, il faut une pédagogie, une clarté de la parole publique parce que c'est de là que naît la contestation ensuite. Donc oui, il faut qu'il y ait une parole. Je crois que d'ailleurs le ministre de l'Éducation doit s'exprimer dans les prochaines minutes pour essayer éventuellement de clarifier la situation. Donc oui, il faut clarifier et je pense en effet, comme mes 3 co-invités, qu'il faut une rentrée scolaire, qu'il ne faut pas la décaler parce que l'enjeu de l'accès à l'école, c'est aussi l'enjeu de l'intégration dans la société et c'est l'enjeu d'égalité
face à la République. Et puis aussi, c'est vrai que de permettre aux parents d'aller travailler, c'est aussi un enjeu. Donc effectivement, je crois que la meilleure solution, c'est que la rentrée se tienne avec, malgré tout, des gestes barrières qui soient appliqués et des mesures sanitaires qui soient adaptées aussi aux écoles. Le dernier protocole, donc, qui date du début août, alors on se doute qu'il est peut-être caduc vu la situation sanitaire qui a évolué, c'est que la distanciation entre les élèves n'est plus obligatoire ni dans les salles de classe ni dans les cours de récréation. Les plus de 11 ans, par contre, devront porter un masque en intérieur comme en extérieur lorsque le 1 mètre de distanciation ne peut pas être garanti. On va faire le point avec Christian Spitz. Bonsoir, vous êtes pédiatre et on vous remercie d'être en direct avec nous parce que ce sujet des enfants, évidemment, c'est que les enseignants s'inquiètent, certains parents ne sont pas sereins non plus. On nous a dit tout et son contraire sur la contagion des enfants. D'abord qu'ils n'étaient pas atteints, puis qu'ils étaient extra-contagieux. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il y a même un consensus scientifique pour être sûr que cette rentrée peut se passer dans les meilleures conditions? Bien sûr qu'il y a un consensus, et je rappellerai quand même les 2 communiqués de la Société française de pédiatrie qui avaient été extrêmement clairs, où dans le deuxième, ils expliquaient en mai qu'ils n'avaient pas été entendus. Soyons clairs, les enfants, je parle avant 11 ans, ne sont pas vecteurs de la maladie, n'ont pas transmis l'épidémie. Il n'y a pas eu d'épidémie au sein des écoles, y compris avec des enfants contaminés. Donc le fait de les maintenir chez eux et de ne pas reprendre l'école était une erreur qui, à mon avis, était quand même extrêmement grave. Et la Société française de pédiatrie, je le rappelle, par 2 fois, a effectivement émis un avis très strict. Et encore une fois, je répète, la deuxième fois en disant « nous n'avons pas été entendus ». On ne parle absolument pas des pédiatres, comme s'il ne fallait pas en parler. Alors bien sûr, les enfants sont perturbés, les violences ne sont pas nouvelles, elles ont peut-être été accentuées. Au-delà de ça, j'ai vu beaucoup d'enfants perturbés, en dehors même des violences, parce que le rythme scolaire est quelque chose d'essentiel pour eux et que les parents avaient à gérer des choses, la plupart du temps, très difficiles. Il s'agissait du télétravail. Et j'ai même eu des patients qui travaillaient la nuit en télétravail parce qu'ils s'occupaient des enfants la journée. Donc cette situation doit s'arrêter parce que les enfants n'ont jamais été vecteurs de la maladie, ne sont pas à l'origine de l'épidémie et ne donneront pas d'épidémie. Qu'après 11-12 ans, on oblige un masque, oui, pourquoi pas. Et je rappelle que la Société française de pédiatrie donnait une seule consigne: apprenez-leur à se laver les mains et laissez-les vivre normalement. Avec vos mesures qui sont inapplicables pour les enfants, vous les perturbez. Et je pense que les enseignants, s'ils s'occupent d'enfants, ne risquent pas d'être contaminés par les enfants. Hein, c'est à peu près certain. Je comprends leur inquiétude. Je pense que tout cela générait énormément de stress, beaucoup d'inquiétude. Et alors, moi, je crois que les dégâts vont être surtout économiques. Ce n'est pas mon rayon, mais j'en suis absolument certain. Et ils vont donc générer des problèmes familiaux majeurs. Voilà. Il y a une lettre ouverte signée par 7 sociétés savantes de pédiatres qui recommandent par rapport à cette rentrée l'utilisation de tests salivaires plutôt que les tests PCR s'il faut tester les enfants parce que ces tests sont désagréables, peu fiables et que le délai est très long. Les pédiatres recommandent aussi de vacciner les enfants contre la grippe et la gastro-entérite pour éviter de se perdre un petit peu dans les symptômes puisque ce sont souvent les mêmes avec la Covid-19. Que pensez-vous? Et faites-vous partie de ceux qui ont signé la lettre ouverte? Et que pensez-vous de ces recommandations? Et vous soulevez 2 problèmes importants. Je rappelle que la gastro-entérite à rotavirus est un problème de santé publique mondiale. Qu'encore en France, on ne rembourse pas ce vaccin chez les petits-enfants. On ne le rembourse pas. Ça coûte 150 € et personne ne dit rien. Et quant à la grippe, bien évidemment, on va se retrouver dans une situation extrêmement délicate. Les enfants vont aller en collectivité, vont venir avec des fièvres. Avec la grippe, sera-ce la grippe? Est-ce que ça va être la grippe? Est-ce que c'est le Covid-19? Il faut vacciner. Je rappelle que dans le passé, l'année dernière, les enfants n'étaient pas, les vaccins n'étaient pas remboursés, ce qui est quand même assez scandaleux. Là, il faut vacciner rapidement, avec un vaccin efficace qui va être produit très prochainement, l'ensemble de la population. Vous ne pouvez pas cumuler une épidémie de grippe qui, je rappelle, fait quand même pas autant de morts que le Covid-19, mais pas loin, chaque année, et des personnes âgées et fragilisées, rappelons-le, et que nous avons été beaucoup trop laxistes dans le passé. Là, il ne faut rien laisser passer. Et je demande instamment qu'on rembourse le vaccin contre le rotavirus. Les pédiatres sans cesse le demandent. Moi, je le fais pour les patients qui peuvent se permettre de payer cela, parce qu'ils sont assurés sociaux, ils déboursent 150, 160 € de leur poche. Alors, est-ce que l'État va rembourser ce vaccin une bonne fois pour toutes? Voilà, ça c'est la question, une question très importante. Problème de santé publique mondiale, le rotavirus. Et cela entraîne des consultations aux urgences et des hospitalisations en France actuellement. Personne n'en dit rien. Voilà. Donc pour résumer votre propos, la rentrée doit avoir lieu comme prévu et on doit
tous vacciner nos enfants assez rapidement contre ces 2 autres maladies pour mieux pouvoir gérer une éventuelle remontée du Covid. Pardon, rotavirus avant 6 mois, bien sûr. Il s'agit de vacciner les bébés. Après, plus grand, on ne le fait pas. Mais les enfants vont aller en crèche, vont parfois dès 3 mois et demi. Donc il est très important de rembourser ce vaccin pour que l'ensemble de la population soit protégée. Ça fera une vague épidémique en moins et ça rendra la gestion de l'éventuelle épidémie Covid beaucoup plus facile. Voilà. Dernière question, docteur. Il y a des fratries dans de nombreuses familles françaises. On imagine du coup que l'aîné qui a plus de 11 ans va porter un masque, mais pas les petits qui sont à l'école maternelle ou élémentaire. Est-ce que ça ne veut pas dire que quand même il y a un risque de contamination dans les foyers, encore une fois ? Non, ça je ne crains pas grand-chose, en tout cas pas pour les plus petits. Et c'est quasiment impossible. L'enfant a besoin de contact social. Ça fait du petit, j'entends, avant 11-12 ans. Après, c'est peut-être un peu différent. Mais en tout cas, le petit a vraiment besoin pour sa progression, pour effectivement apprendre. Il n'apprend pas que derrière une chaise à écouter un enseignement. Il apprend en jouant avec ses camarades et en parlant et sans crainte. Cette distanciation sociale imposée aux enfants était un scandale, je le dis comme je le pense, ce doutant qui ne sont pas à l'origine de l'épidémie. Je le rappelle encore, il faut vraiment le dire, il faut vraiment avancer. La crise économique va être terrible. Il faut maintenant avoir moins peur, être raisonnable, les gestes barrières, se laver les mains souvent, être à plus d'1 mètre ou mettre un masque. On est complètement d'accord, surtout dans les transports en commun et dans les endroits. Ça, personne ne va aller contre ça. Moi-même, à mon cabinet, je mets un masque, mais je vous dis très honnêtement, quand les gens sont à 2 mètres de moi, je dis écoutez, parlez-moi, enlevez votre masque. Il n'y a pas de risque, pas de danger. Voilà. Il faut simplement que les gens soient un peu raisonnables. Merci beaucoup pour ces rappels de bon sens, docteur Christian Spitz. Je rappelle que vous êtes pédiatre. On l'a entendu, on devrait peut-être plutôt rassurer les parents finalement, au lieu de cultiver un climat anxiogène. Les parents, il me semble, ce ne sont pas eux qui sont inquiets, ce sont plus les enseignants. Et je ne comprends pas bien pourquoi. Parce qu'il y a une incohérence totale, puisque quand certains enfants n'allaient pas à l'école, parce que les parents... Ça, je peux comprendre, à la sortie du confinement, quand on est parent, c'était difficile. Comme on a laissé les Français décider, c'est difficile de prendre la décision pour son enfant. Et après, tous les enfants se rejoignaient dans les parcs. Donc, vous voyez, il y a un moment, il faut quand même être assez concret et lucide. Imaginons qu'on retarde la rentrée. De toute façon, on mettrait en place des gardes collectives avec des nourrices qui prendraient plusieurs enfants. Et il y aurait un brassage d'enfants. Et c'était important de rappeler aussi la souffrance psychologique pour les enfants lors de ce confinement, avec la rupture de leur rythme scolaire. Et quand on a vu ces images, c'est vrai, je dis qu'Emmanuel Macron a tout bien fait, mais c'est tellement rare dans ma bouche que... Je voulais quand même dire qu'il y avait un domaine dans lequel ça avait été plutôt bien géré. Mais dans les cours d'école, quand on voyait les cercles avec les enfants isolés, et je vous dis qu'à la sortie de l'école, ils se retrouvaient au parc, vous imaginez pour l'enfant le stress psychologique qu'ils ont subi. Donc ça, il faut vraiment y mettre fin. Et quand on ne peut pas appliquer la distanciation sociale, qu'on ne l'applique pas, eh ben c'est pas grave, parce que de toute façon les enfants ont besoin de se toucher. Prenons le risque de ne... Mais c'est pas de risque en plus. C'est pas de risque. Tout le monde est parti en vacances. Les familles se sont vues. Le brassage a déjà eu lieu pour la plupart. Certains vont vous dire oui, mais les cas remontent. Les enfants se sont vus. Il y a eu des anniversaires qui ont été faits avec les enfants et tout ça. C'est ça la vie concrète des Français. Vous voyez, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Tous les gens qui ont des jeunes enfants ont été à des anniversaires. Les enfants se sont vus. Donc il faut arrêter d'imaginer qu'on va isoler nos enfants. Ils ont besoin de se toucher, de s'embrasser, de s'aimer et d'avoir du relationnel avec leurs enseignants aussi. Oui. Ouais, je ferai deux remarques. La première, c'est que nous vivons, comme depuis le début de cette crise, sous une forme de dictature, le terme est un peu exagéré, mais enfin pas loin, de la raison hygiéniste. Il faut protéger les corps, séparer les individus. Moi, je l'ai vu sur un sujet qui me concerne particulièrement, qui est la question de l'enterrement, de l'accompagnement des morts. Il y a eu des choses absolument, des catastrophes anthropologiques absolument abominables. Bon. Et là, on recommence sur les enfants, c'est-à-dire qu'un enfant n'est pas qu'un corps. Il est avant tout un sujet, c'est ça la République, c'est ça les Lumières, c'est ça Condorcet, c'est ça... C'est un sujet d'émancipation. Et comment acquiert-il cette émancipation ? Sinon par le savoir, par la connaissance, par la formation de son esprit, par le fait de se coltiner avec une culture qui est antérieure à lui et qui l'intègre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que si effectivement on en revenait, parce que c'est ça ce que disait le docteur Spitz, si on en revenait à une forme de morale à l'ancienne, vous voyez, qui vole un œuf, vole un bœuf, mais aussi qui se lave les mains, protège les autres. Vous voyez, pour le Covid, mais pour tout le reste.
C'est-à-dire le fait de se laver les mains, ce que disaient nos grands-mères, se laver les mains. Ce qui vaut pour la gastro-entérite. Pour tout, voilà, Reprenons exactement. les bonnes habitudes, c'est ce que disent les médecins pour la gastro. Pour la gastro, pour la grippe traditionnelle, pour ceci, pour cela. Essayons d'en revenir à une forme d'hygiène interpersonnelle qui fait que nous nous protégeons les uns les autres et on se lave les mains, on fait en sorte, et puis on se masque quand c'est indispensable. Je pense que si la culture du masque revenait comme un peu chez les Japonais, mais si la culture du masque revenait, c'est-à-dire je suis contaminé de quelque chose, quoi ? Une grippe Covid ou une grippe normale, je me protège et dès lors je protège les autres. Si on en revenait à ça, il me semble qu'on aurait fait un grand pas et M. Macron, que certains louent sur cette crise, pas moi, mais bon, aurait donné sur cette question-là vous avez écouté en tiquant un petit peu. Oui, parce que c'est... Si je pense que vous êtes d'accord pour vous laver les mains. Bien sûr, je suis d'accord avec ça, mais quand je vois la difficulté qu'ont des adultes à accepter de porter le masque, on en revient aussi à la question de cette forme de citoyenneté sanitaire. Exactement. Évidemment qu'il faut que les gens comprennent que quand ils portent le masque, ils le font pour se protéger eux-mêmes, mais surtout pour protéger ses grands-parents, ses parents et les gens qu'ils vont croiser. Donc bien sûr que si on explique aux enfants que quand ils se lavent les mains, ils le font pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres, bien sûr, je ne peux que souscrire à ça, mais je ne sais pas si c'est cette capacité des Gaulois réfractaires, des Français, à être toujours dans une forme de contestation et d'une critique qui est bonne et qui est saine. Bien sûr, mais c'est-à-dire que j'ai envie d'être optimiste comme vous en disant, c'est vrai, faisons confiance aux enfants, bien sûr, parce qu'ils sont peut-être, j'allais dire, même plus purs, entre guillemets, que des adultes. Mais quand je vois comment ça se passe dans la société aujourd'hui, où on tape un chauffeur de bus, on le tue, enfin bref, parce qu'il y a eu un refus du masque, je me dis, j'ai envie de faire confiance, mais parfois, hélas, il faut aussi qu'on arrive à... encore soumis à l'autorité de l'adulte, c'est-à-dire que si, en arrivant à l'école, on fait laver les mains aux enfants, si à chaque fois qu'ils vont aux toilettes, on fait laver les mains aux enfants, si, etc., les choses, quand elles rentrent à la maison, on fait laver les mains aux enfants, on a encore, il me semble, pouvoir d'autorité et d'éducation sur nos enfants. En plus, ça les amuse beaucoup. Et même certains enfants les enfants sont toujours très contents de se laver les mains. Non, c'est les enfants qui vont éduquer les parents. Sans doute. C'est les enfants. Ça, c'est sûr. Voilà, donc c'est pour ça que, que si on met un peu d'esprit japonais dans l'esprit gaulois pour essayer de dire protégeons-nous les uns les autres et faisons en sorte de considérer que nous sommes un ensemble et que nous respirons le même air. Respiration collectif et pas individuel. Non, parce que conspiration, enfin, je fais un peu mon pédant, mais conspiration, ça veut dire deux choses. Ça veut dire je conspire contre monsieur, c'est-à-dire j'ai de l'animosité contre lui, mais ça veut dire aussi que nous respirons le même air, conspirer. Et donc la bonne conspiration, c'est bien la prise en compte de l'air commun que nous avons. Voilà. Donc passons de la conspiration haineuse, ce qui n'est pas le cas avec monsieur, ni avec personne ici, à la bonne conspiration qui est nous partageons le même air, nous sommes dans le même espace, et donc quelque chose dans l'air peut porter atteinte à monsieur ou à vous, et donc essayons de nous protéger pour éviter d'être dans cette mauvaise conspiration. Et pour poursuivre cette belle idée, restons unis, par exemple, si on synthétise. On va réécouter Emmanuel Macron qui, depuis Brégançon, s'est aussi exprimé sur l'utilité de fermer les frontières, de se séparer les uns des autres. Il parle de tout, alors c'est bien. Si nous avons un foyer infectieux qui est découvert ici à Brégançon, nous, ce qui est le plus important, c'est d'éviter qu'on aille contaminer tout autour. Et ça commence à la sortie de ce fort. Mais ça n'a aucun sens, si on a un foyer infectieux ici, de fermer toutes les frontières françaises. Or, trop souvent, on a réagi comme ça, à l'échelle nationale et à nos frontières. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est d'avoir une homogénéité, une coordination de gestion de l'épidémie pour qu'on puisse avoir les mêmes mesures de restriction de la circulation des personnes, de fermeture, quand on a un foyer épidémique qui est identifié au niveau le plus fin, pour permettre ensuite d'avoir les garanties entre États membres et d'éviter de tout rebloquer. Est-ce que cela augure peut-être d'un changement justement de décision ? On est un peu plus serein peut-être maintenant à la fin de l'été pour aborder la suite. Il a dit une phrase très importante, c'est on va devoir vivre avec le virus. Oui. Et je pense que c'est très important, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'on fait, le respect des gestes barrières, c'est fait en sorte, globalement, c'est apprendre à vivre avec un virus parce qu'on n'a pas les moyens sanitaires et les hôpitaux pour combattre ce virus. Là où il a raison aussi, et c'est un changement de doctrine, c'est qu'avant la France avait des règles particulières par rapport aux autres pays, alors qu'on a un même espace commun, l'espace Schengen. L'Allemagne contrôlait 160 pays étrangers, la France n'en contrôlait que 32. Donc il faut harmoniser les règles, et je pense qu'en fait Emmanuel Macron doit clarifier une doctrine qui doit être claire de septembre jusqu'à ce qu'on ait un vaccin. Totalement illusoire pour la simple et bonne
bonne raison que l'Europe a été totalement déficiente dans la gestion de la crise. Je rappelle que l'Allemagne a mis, par exemple, l'Espagne en rouge et qu'aujourd'hui, quand les Espagnols, enfin les gens qui viennent d'Espagne sont mis en quatorzaine. Donc, et ce que dit Emmanuel Macron est faux. Mais on n'a pas du tout une politique commune entre les différents pays. Chacun est responsable de ses citoyens. On ne peut pas imposer au niveau européen une règle commune. De toute façon, on n'y arrivera pas. Et puis, quand on dit fermer la frontière, alors je sais bien que c'est un dogme qui bloque, mais quand on a des pays qui sont très touchés, faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire laisser venir atterrir des avions sans obliger les passagers à faire des tests et laisser disséminer la maladie sur le territoire, ce n'est pas un acte de protection de ses citoyens. Donc fermer la frontière, c'est pas pour la fermer, c'est que vous savez qu'il y a des pays à risque. Et bien, quand ils arrivent sur le territoire, soit vous décidez de ne pas les accueillir. Alors maintenant, ils sont testés, mais ça vient grossir les statistiques de Paris, ce qui ils sont testés, débat. Mais ils ne sont pas encore obligatoirement testés. Et en tout cas, qu'ils demandent à Mme Merkel, en Allemagne, on n'a pas du tout la même doctrine. 160 pays. Très rapidement. Non, très rapidement, je voudrais juste qu'on vote tous globalement en France pour démonarchiser un tout petit peu cette République. Monsieur Macron... S'il était atteint par le virus de la République en marche, c'est normalement tout le monde était susceptible de dire son avis, que les uns les autres allaient collaborer. Voilà, on se retrouve dans une situation où il parle de tout, il sait tout, il se prononce sur tout. Et forcément, il faut attendre la parole qui vient du haut pour savoir ce qu'il en est. Je trouve que c'est un manque quand même d'intelligence collective que cette façon d'être toujours dans celui qui sait tout, sur tout, et qui dit tout, et les autres obéissent. Et ce sera le mot de la fin alors. Merci en tout cas à vous quatre d'avoir été nos invités. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avant 18h, quelques minutes avant. À demain.